C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 15e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast très politique qui va aujourd'hui vous parler de cinéma, d'horreur, de rock'n'roll et bien plus encore. Et oui, car horreur et rock'n'roll, c'est le thème que nous avait imposé il y a quelques semaines notre 1000e abonné sur Twitter, Arthur Segar, qu'on salue. Salut Arthur. Un thème pour fêter notre nombre de followers sur Twitter. Je pense que c'est un peu futile désormais. Ouais, bah oui, du coup, le truc n'existe plus à l'heure où on parle. Là, c'est ça, il a explosé. Peut-être qu'entre le moment où on enregistre et la diffusion du podcast, Twitter est mort. Ça se peut, on sait pas. Bon, peu importe, on prend horreur et rock'n'roll, c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Mais ouais, on prend quand même. Allez. C'est un thème très cool et je vais vous présenter mon band. Ils et elles sont 4, comme tous les groupes les plus mythiques de l'histoire. Les Beatles, System of a Down, les Poetic Lovers, les Tortues Ninja, les Teletubbies. Les pères fondateurs. C'est ça. Bon, notez qu'en fonction de la métaphore, je suis soit George Martin, Maître Splinter ou le très gros soleil avec une face de bébé des Teletubbies. Sauron, comme on l'appelle. Ouais. Vous m'imaginez comme vous voulez, ce n'est qu'un podcast. Allez, je vous les présente, à commencer par celui qui a littéralement un prénom de Tortue Ninja. Ça y est, tu me ramènes 20 ans en arrière avec tes blagues là. Le co-créateur avec moi de ce podcast, Raphaël est avec nous. Salut Raph. Ça va bien? Eh oui, ça va. Raph, maître de conférence en cinéma à l'université de Caen. Je ne me lasse pas de le dire. Mais surtout Tortue Ninja quand même. Ça, surtout Tortue Ninja bleu. Ben oui. C'est pas rouge? C'est rouge. Ah, je plaide coupable, je suis nul. Et ma couleur qui me va bien en plus. Wink wink. Ouais, puis ça va bien avec le thème du jour. Bon, ça va bien. Tu nous recrutes des auditeurs et des auditrices en Normandie, Raph, j'espère. Bah, j'espère, ouais. Là, tous les étudiants, je vais les forcer à écouter déjà. C'est bon, on va gagner une centaine d'écoutes. C'est direct. Ça que t'as mis le podcast au programme du cours. Ah, c'est le thème du partiel. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui en horreur et cinéma? On va parler de est-ce que le rock fait encore peur? On verra ce que je réponds, on sait pas encore. Bon, ça dépend si du coup on met Teletubbies dans la oui, on verra tout à l'heure. On a déjà pas mal fait du film d'horreur là, depuis le début. C'est ça. Avec nous également celle qui, il y a quelques mois, était venue chez nous pour inonder nos écrans de paillettes de la chaîne Welcome to Primetime Bitch. Salut Mylène. Salut, merci encore pour l'invitation. Ah, avec plaisir, vraiment. La dernière fois, tu nous avais avoué tes péchés mignons, les comédies musicales et les films d'horreur. Fait qu'on n'aurait pas pu se passer de toi aujourd'hui, Mylène, c'est sûr. De Jacques Demy au métal, il n'y a qu'un pas. Ah, absolument. N'est-ce pas, Raph? Raph est d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord. De quoi on va parler avec toi, Mylène, aujourd'hui? Eh ben, on va parler de métal et d'horreur. Je reste très classique. Classique. Et puis aujourd'hui, on va introniser 2 nouvelles personnes dans notre Rock'n'Roll Hall of Fame. Le premier est docteur en histoire, mais aussi chanteur et guitariste, notamment du groupe Godfather. Yann, bienvenue Yann. Salut. Godfather, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ouais, le batteur est maître de conférence en cinéma à l'université de Caen. Hey, c'est obligé d'avoir un doctorat pour faire partie de votre groupe ou c'est quoi? Alors, non, les 2 autres membres du groupe n'ont qu'un niveau bac+5. Ouais, on est très inclusif. Bon, de quoi on va parler avec toi, docteur? Eh ben, on va parler de métal et de comédie. Parce que le métal, non seulement ça ne fait plus peur, mais en plus, ça fait rire. Oh là là, il y a une logique dans cette émission. On va voir ça tout à l'heure. Vous avez vu, il y a une voix vachement sympa par rapport à sur scène. Et oui, je suis très gentil, en fait. En vrai, ouais. Ouais, comme tous les métalleux, il paraît. Teletubbies, bisounours, on dit généralement. Oui, c'est ça. Gros nounours. Bon, mais bienvenue Yann. Enfin, on accueille aussi celle qui a cofondé le collectif La Sororité, dont fait partie Mylène également d'ailleurs. Blogueuse pour le site Fucking Cinéphile. Salut Léo. Mais salut, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir aussi. Attends, t'as cofondé La Sororité, je veux dire. C'était marqué dessus, quoi. Il fallait, effectivement. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui, Léo? Et pour rester sur le principe de mettre en avant des femmes comme on fait avec La Sororité, je vais parler de compositrices dans
le film de genre. C'est parfait aussi chez nous, hein, ce genre de sujet. Moi, j'ai très hâte parce que j'en connais vraiment très peu, donc c'est cool. Ouais, je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Ben, c'est très bien. On va commencer à planter le décor de l'émission en allant à l'âge d'or du rock qui fait peur. Je parle bien sûr des années 80, blousons, bracelets à clous, maquillage, perruque et imagerie de monstres en tout genre. Mylène, ta chronique, c'est un peu une liste au Père Noël, donc prenez des notes. Mylène, on parle d'horreur et de métal avec toi. Oui, c'est un peu plus fort que moi. À chaque fois, je suis obligée de mettre trop de films et je m'en excuse. Et il faut savoir que j'ai réduit de moitié la liste. C'est très important. C'était pas évident vu comme ça. Oui, c'était pas très évident parce que quand vous m'avez annoncé le sujet, moi j'étais euphorique, j'avais vraiment hâte de faire cet épisode parce que si j'adore le cinéma, la musique c'est vraiment aussi quelque chose qui a une place hyper importante dans ma vie. Et la musique de film, j'en suis complètement gaga. Il y a des gens qui adorent découvrir de bons cafés. Moi, c'est des bonnes BO. Quand je tombe sur une bonne BO de film, je peux l'écouter en vrai pendant plusieurs semaines en boucle parce que je suis un peu monomaniaque sur la musique, un peu comme pour les films. Et du coup, j'ai décidé de parler de métal, un peu de hard rock et d'horreur. Bon, il faut savoir que je suis un peu nulle sur tout ce qui est sous-genre du métal. Donc j'ai décidé de dire métal pour tout. C'est bon. Pour éviter de me tromper. C'est une bonne solution. Voilà, je me suis dit métal très large. Quand je vous dis métal et horreur, vous pensez probablement à un petit outsider métalleux un peu vénère qui invoque des démons pour faire rager ses parents, à un musicien qui passe un pacte avec le diable, ou encore qu'il invoque en jouant une partition maudite. Tant de représentations qui sont devenues au fil du temps de véritables tropes du cinéma d'horreur. Et moi, à travers les quelques films que je vais vous proposer, je vais revenir sur ces tropes. Donc effectivement, je parle pas mal de films des années 80 parce que c'est une culture que j'aime beaucoup, mais j'ai essayé de mettre quelques films assez récents et je tiens à vous préciser d'avance que j'ai pas mis que des bons films parce que la vie sans nanar, c'est un peu triste. Ah bah oui. Le métal, il y a aussi des trucs mauvais. Il y a aussi des trucs mauvais et du coup, je me suis dit qu'un petit nanar avec des métalleux, ça c'était quand même super sympa. Et avant de figurer dans les BO de films d'horreur ou d'épouvante, tels que Accept dans Fast as a Shark dans le film Démon, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est incroyable, ou alors Living Dead Girl de Rob Zombie dans La fiancée de Chucky, c'est l'horreur qui inspira les artistes, dans leurs paroles, mais aussi dans leur nom de groupe, comme Black Sabbath, qui s'appelait à l'époque Earth, et qui décida de changer de nom après avoir vu Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava. Nous, on le connaît sous le titre Les Trois Visages de la Peur, mais il est aussi appelé Black Sabbath. Et ça fait un peu plus peur quand même, il faut dire. C'est vrai, ça fait un peu peur. Et du coup, dans ma sélection, j'ai choisi de commencer par un nanar. Mais il fallait. Comme ça, on entame bien. Je vais vous parler de Kiss contre les fantômes, sorti en 1978. Et il faut savoir que ce film, je l'ai revu pour la chronique, donc je l'avais déjà vu une première fois et j'ai décidé, de manière totalement consciente, de le revoir. Ça a été très compliqué. Parce que pour le coup, c'est un nanar, mais c'est pas un bon nanar. C'est plus un navet, hein. Oui, du coup, ouais, c'est un mauvais nanar, c'est un peu un navet, oui. C'est ça, il est quand même considéré comme un nanar, mais pour moi, effectivement, on frôle le navet parce qu'il est vraiment... en tout cas, moi, il me fait pas rire. Après, je pense que la performance du groupe Kiss, qui tente de faire des robots, qui lance des flammes avec ses yeux, franchement, il y a quelque chose. En vrai, voir Kiss en mode Scooby-Doo, il y a vraiment quelque chose. À savoir quand même qu'en 2015, il y a quand même eu Scooby-Doo et Kiss, hein. Donc Oui, tout se rejoint, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment, en fait, Kiss contre les fantômes, c'est un peu la même histoire que Rock Alien. C'est-à-dire que c'est un film qui a été fait dans un but de marketing pour vendre le groupe. C'est vraiment la grosse stratégie de Bill Aucoin qui avait prévu de les vendre comme ça. Bon, je pense que au vu du résultat final, finalement, il a préféré enterrer ce film et l'oublier. Mais c'est vrai qu'après les briques et Kiss, après il y a eu énormément de produits dérivés, les comics, voilà, le téléfilm, c'était un passage obligé et ouais, je pense que finalement c'était pas nécessaire. Donc le pitch en fait c'est Kiss qui va faire un grand concert dans un parc d'attractions, sauf que malheureusement pour eux, on a un méchant scientifique qui transforme des personnes en robots. Alors on sait pas trop comment il le fait, c'est pas très bien joué, c'est pas très bien fait. Aucun des acteurs tout le monde est en roue libre, mais du coup Kiss le groupe va être le seul à pouvoir se mettre contre ces petits robots parce qu'ils ont des pouvoirs. Et donc franchement de la sélection, s'il y en a un que je vous conseille pas, c'est celui-là. Il est vraiment Ouais, comme ça, c'est fait. c'est ça. Mais je me suis dit que c'était bien pour commencer. Si je commence par le pire, voilà, on peut passer à autre chose. Et on va rester pas très loin dans les années 80 avec le grand Alice Cooper.
Alice Cooper, il a fait de sa marque de fabrique le fait d'être très lié avec l'horreur dans son look, dans ses clips, mais il a aussi joué le rôle principal dans un film d'horreur qui s'appelle Monster Dog et qui est sorti en 84. Ici, Alice Cooper va tourner un clip avec sa petite bande, sauf qu'ils vont se faire attaquer par un loup-garou. Et franchement, rien que pour voir Alice Cooper sans son look, justement dans ses clips, sans make-up, c'est un peu un choc. Moi, j'avoue que je l'ai vu et il y a très longtemps et j'avais pas du tout reconnu Alice Cooper. Et c'est vraiment en fouillant sur le film où je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, c'est lui. Et pour le coup, Monster Dog, on est aussi sur un nanar, mais c'est quand même un nanar qui frôle avec le bon film. Et il faut savoir qu'il est réalisé par Claudio Fragasso. Claudio Fragasso, c'est un peu le daron des nanars. C'est aussi le pro des fausses suites. C'est-à-dire que il va réaliser Zombie 3, Zombie 4, qui sont des suites qui n'ont pas les droits des franchises. Ah oui. Il va aussi réaliser Troll 2. Et donc c'est un mec, en fait, quand quelqu'un veut pas d'un projet mais qui a un tout petit peu de thunes, il les prend. Ah, c'est lui Troll 2. Ouais, d'accord. C'est lui. Le mec a quand même une grosse habitude du truc, quoi. C'est ça. Le mec ne fait que ça. Je pense que dans toute sa filmographie, il y a aucun bon film. Vraiment. Il vit pour être sur Nanarland, quoi. C'est ça. Mais là, en l'occurrence, Monster Dog, franchement, ça va. C'est un film qui est très dans la vibe années 80. C'est assez cool de voir Alice Cooper en rôle principal et pas juste en petit caméo parce que c'est Alice Cooper. Et du coup, s'il y a un film à voir comme ça, avec lui, je trouve que Monster Dog, ça vaut le coup. Et ensuite, je vais passer à mon petit chouchou de la bande, mais je sais qu'il n'a pas été apprécié par tout le monde, c'est Trick or Treats, sorti en 86, ou encore House of Rock en VF. Ils ont changé un truc facile à dire en français, Trick or Treat, en House of Rock, qui est ultra relou à dire. Ils sont Ouais. Pourquoi? Ouais. Bah, y a pas de logique. Après, le film, il est presque pas sorti en France, il est méconnu, peut-être qu'il y a une raison, hein. J'espère. Ça n'a aucun sens. Des fois, la vie est bien faite, quand même. Il y a certains nanars qui sont sortis sous différents titres, même en français, Oui. sur 2 ou 3 titres différents, donc bon, après tout, c'est pas étonnant. Peut-être pour essayer de les revendre une deuxième fois au cas où c'était juste une erreur, la première qui a pas marché, quoi. Et du coup, pour House of Rock ou Trick or Treats, ici, on est vraiment sur le trope, de l'outsider, du petit métalleux. On va suivre Eddie Wenbauer. Je m'excuse pour son nom de famille, c'était pas facile, qui est un grand fan d'un chanteur de heavy metal, mais quand je dis fan, c'est que c'est son idole, c'est son dieu, sauf qu'un jour, ce fameux chanteur va mourir dans un incendie. Et à partir de là, il va partir en quête de la dernière copie qu'il a pu enregistrer pour bien sûr l'écouter. Et comme dans tout bon film avec des métalleux et de tout bon film d'horreur, le vinyle est tenté. Quand il va lancer le vinyle, il va se rendre compte qu'il invoque l'esprit du chanteur et que s'il le lance à l'envers, il peut carrément tuer ses potes avec. On va avoir aussi un moment où le vinyle va presque prendre vie. Donc là, on reste typiquement sur un trope qu'on peut retrouver dans énormément de films avec des métalleux, c'est-à-dire le vinyle hanté, la partition hantée, l'invocation au démon, parce que son chanteur préféré était quelqu'un qui était très sur la démonologie. Et moi, Trick or Treat, c'est un film que j'aime énormément. Il est complètement kitsch, il est très typé années 80, mais je le trouve incroyable. Il faut savoir que dedans, on a Gene Simmons qui joue et Ozzy Osbourne, et que les deux avaient été pressentis pour des rôles principaux et que finalement, ils les ont pas acceptés. Ils ont préféré faire des petits caméos. Et en fait, toute la BO du film, elle est composée donc par un groupe fictif, donc Fastway, qui est composé de l'ancien guitariste de Motorhead, Fast, et de Peter Wade Dufaux. Et franchement, cette BO, elle est assez incroyable. Si y a une BO de film d'heavy metal à garder, c'est celle-là. Et en plus, elle est sortie il y a pas très très longtemps en vinyle, elle a été rééditée. Donc, si vous pouvez la trouver, franchement, foncez. Ça, c'est mon petit chouchou de la sélection. Comme quoi, il y en a des biens. Oui, non, il y en a des biens. Mais après, je sais de source sûre que Robin l'a trouvé un peu chiant. Oui, il est en train de bouillir, là, derrière son micro. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est pas mon préféré dans ta liste, on en reparlera après. T'inquiète, ton préféré arrive. Je ne pourrais pas faire cette chronique sans mentionner très rapidement Slumber Party Massacre 2, qui est sorti en 87 et qui là nous montre, un super tueur qui a comme arme une guitare perceuse. Et franchement, c'est l'un de mes persos préférés de slasher. Je le trouve assez incroyable. C'est un film à voir. Là aussi, on frôle le nanar, mais je le trouve assez incroyable. Et c'est aussi l'un des seuls slashers des années 80 qui a été réalisé par une femme. Très important à mentionner. À savoir que toute la saga des Slumber Party est réalisée par des femmes. Et ensuite, du coup, j'attaque avec le film préféré de Robin, Black Roses, sorti en 88.
Encore une fois, c'est un nanar et je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de nanars dans cette chronique. Je suis désolée. Il y a peut-être quelque chose à en déduire. Hein. C'est ça, voilà. J'ai peur que vous soyez en manque. Ici, dans Black Roses, c'est le film qui donne raison aux parents angoissés et conservateurs face à la nouvelle passion de leur bambin pour la musique du diable. Petit hashtag à Christine Boutin. Des jeans troués, des cheveux... Qui nous écoute, hein, d'ailleurs, on salue, évidemment. Elle est en train de nous jeter de l'eau bénite sur la tête. En tout cas, dans ce film, on va avoir une jeune bande d'étudiants sur un campus qui veut aller à tout prix au concert d'un petit groupe de métal, mais leurs parents conservateurs ont très très peur parce que ça pourrait les faire vriller, pauvres enfants qu'ils sont. Alors ils ont décidé d'annuler les concerts, sauf qu'en fait pour une fois ils avaient pas complètement tort parce qu'en fait ce groupe-là, c'est des démons qui sont assez moches, qui ressemblent à des gremlins en carton-pâte. Il y a des jolis démons, parce que là, dans tous les derniers films que j'ai regardés, qui mélangent métal et horreur, en général, c'est quand même pas, on n'est pas sur de la sexitude, quoi. Ouais, je réfléchis. Ah, quoi que dans Night of Badassdom, le démon, c'est une meuf qui est censée être belle, hein. Qui est censée. C'est... Non, mais après, elle est goût, voilà, mais je veux dire, elle est pas moche. Ouais, il faut dire que dans Black Roses, ils sont moches parce que les effets spéciaux sont super mal faits. C'est ça. En fait, ils ressemblent à des ghoulies mal faits, sachant que ghoulies, c'est déjà de base pas très bien fait. Donc c'est un peu compliqué quand même. Mais pour le coup, le film est à voir parce qu'on a quand même une platine tueuse avec des démons qui sortent des enceintes. Et ça, franchement, ça vaut le détour. Je pense que rien que pour ça, il faut regarder Black Roses. Après, la BO est pas incroyable, mais pour le coup, c'est peut-être le plus drôle des nanars de la sélection. Je pense que tu valides, Robin. C'est celui que t'as le plus aimé. Ah oui, ah non, j'ai vraiment bien aimé, mais parce que c'est vrai que il est très très mauvais, quoi. Mais il est mauvais avec la grande liberté qu'il y a souvent dans les nanars, quoi. Il y a un truc vachement bien sur les couleurs et les personnages. Au début, ils sont gentils, donc ils sont tous habillés en blanc et en couleur pastel, puis de plus en plus ils s'habillent en noir et tout. Il y a un truc, c'est pas subtil du tout, mais c'est quand même pas si mal fait. Ouais. C'est vrai que quand tu le décris comme ça va pas l'air hyper intelligent non plus. Non. Ah non, mais le film il est pas subtil, la morale elle est complètement pétée, mais en fait il est tellement jouissif, il va tellement jusqu'au boutiste dans toutes ses idées justement qui sont pas très finies. Ouais, puis il y a quand même quelques pics un peu politiques, il y a un truc anti-homophobie et tout. On sent qu'il a envie d'aller dans le bon sens. Ok, il a un seal of approval. Ouais. Sans avenir. C'est ça. Il tente quelque chose, il se loupe, mais il tente quelque chose. Et enfin, je vais finir sur les années 80 avec la musique de Freddy 3, parce que ça aurait été quand même compliqué de pas mentionner Freddy 3, sachant que Machette s'appelle quand même Welcome to Primetime Bitch. Dans les années 80, il y a vraiment eu un effet pop culture avec l'horreur, et en parallèle, on a eu beaucoup de BO qui ont été faits justement par des artistes, par des musiciens heavy metal, ou alors des BO complètes qui ont été composées. Et là, en l'occurrence, Dokken a composé un morceau pour Freddy 3. Il y a même eu un clip qui a été fait, et donc le clip mixe l'univers de Freddy avec le groupe Dokken. Et franchement, cette musique, elle est incroyable. C'est Dream Warriors. Pour ceux qui connaissent le film, ça vous parle sûrement. Aujourd'hui, il est quand même impossible de trouver cette BO en vinyle à un prix abordable qui ne demande pas de laisser son rein. Mais franchement, vous pourrez regarder le clip gratuitement sur internet et ça vaut vraiment le coup. Et là, vraiment, c'est à partir de là où il y a eu une grosse montée. Par exemple, Vendredi 13 a aussi eu son morceau qui là a été composé par Alice Cooper et qui reprend le gimmick de Voilà, je l'ai très bien fait. C'est incroyable. C'était beau. J'ai envie de faire un nouveau générique pour l'émission avec juste ça. J'ai tout donné. Et enfin, je finirai sur deux films qui, cette fois-ci, ne sont pas dans les années 80. Un film de 2013, donc Night of Badassdom, qui est une comédie horrifique que j'aime beaucoup. Et là, on est vraiment sur... pour moi, ce qui est le plus représentatif des métalleux dans les films d'horreur, dans les films récents. On va rester sur des geeks métalleux qui sont soit rôlistes, par exemple, comme dans Stranger Things. Cette figure, voilà, du geek et du métalleux qui sont en accord, au-delà de l'outsider. Et donc là, on va avoir une bande de losers, de vrais losers, qui ont dépassé la trentaine et qui font toujours donc des jeux de rôle, sont complètement paumés dans leur life et qui un jour, dans leur jeu de rôle, vont trouver un
livre et vont tenter une invocation. Et dommage, c'est une vraie relique et ils vont invoquer un démon. Comme tu dis, des ados dans leur tête, mais en vrai, c'est les adultes de maintenant, en fait. Léo s'est reconnu dans le film. On les connaît, on les fréquente ces gens-là. Hein. C'est vrai. Donc du coup, voilà, ils vont invoquer un vrai démon qui va prendre l'apparence de l'ex d'un des personnages. Comme ça, tout va bien. C'est là où je disais, pour une fois, on a un démon qui est pas moche. Un rôliste métalleux qui a une ex. Oui, alors oui, c'est peut-être là où ça couaque. Surtout qu'en plus, il va pécho dans le film. Donc oui, peut-être qu'il y a des trucs qui sont incohérents, mais voilà. Désolé, c'est totalement irréaliste. C'est de la fiction, Raph. Enfin, ça... Où est la cohérence? C'est pas très bien écrit. Oui, quand parce même, qu'il faut quand même savoir qu'à la fin, il tue le démon grâce à sa chanson de métal. Hein. Donc bon, est-ce que c'est très très réaliste? Je sais pas trop, tu vois. Ouais, parce que c'est la musique du diable normalement. Ça devrait pas tuer le démon. C'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai que ça devrait lui plaire. Ah bah ouais. C'est pas cohérent. Mais bon, la musique, ça fait tout. Hein. Dans Dance of the Dead, la musique fait fuir les zombies, donc enfin, du moins les endort. Donc tout est possible. Hein. Et enfin, je finirai sur mon petit chouchou qui lui a été fait en 2022, Studio 666, qui est un film qui met en avant le célèbre groupe des Foo Fighters, qui va emménager dans un manoir hanté pour faire leur 10e album possiblement maudit, puisque Dave Grohl n'a plus d'idées, n'arrive plus à composer, est toujours en boucle sur ses anciens morceaux, sauf qu'il va se faire posséder par l'esprit d'un démon cannibale et va vouloir tuer tous les membres des Foo Fighters de manière très inventive. Franchement, ça c'est très très chouette. Il va même aussi les manger, les faire passer au barbecue. Enfin, il y aura pas trop de limites à ça. Bon, quand même, il va les tuer juste après avoir composé avec eux, hein, parce qu'il faut pas déconner. Le but est quand même de faire un 10e album. C'est quand même un film à la gloire de Dave Grohl. Hein. Faut pas non plus oublier ça. Et dans ce film, il va faire du coup un 10e album qui va être un album de métal sous le nom de Dream Widow, et album qui est véritablement sorti en vinyle, qui est très très chouette. Franchement, ça fait partie de ces albums où on veut secouer les cheveux. Et moi, il y a rien qui me fait plus kiffer que secouer les cheveux devant un film. C'est vraiment un film que je conseille. J'espère que il sera diffusé en France, qu'il aura une autre visibilité, parce que vraiment, au-delà de la BO qui est très chouette, et c'est quand même ultra cool d'avoir Dave Grohl qui fait du métal, c'est un film qui nous replonge dans la série B années 80, et ça c'est trop chouette. Et voilà, je finirai sur le Studio 666 que je vous conseille fortement. Et merci pour ce conseil et tous ces conseils. On retient quand même quelques trucs de ta liste. C'est beaucoup de bonnes BO et pas beaucoup de bons films. Et aussi, une des phrases que tu as dit le plus souvent, on frôle le nanar. J'ai quand même une question en terminant ta chronique. Est-ce que c'est à cause de ton goût à toi pour le nanar, ou est-ce que c'est vraiment que le sous-genre métal horreur est particulièrement nanardesque par essence? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Pour moi, il est vraiment, surtout dans les années 80, il y a vraiment un truc où en fait on n'a pas tant pitché que ça autour du film, et finalement l'idée d'avoir des métalleux, c'était la base du film, sauf qu'en fait bon, fallait peut-être un peu travailler autour, et je pense que c'est pour ça que la plupart de ces films-là sont quand même des gros nanars, parce qu'aussi il y a des choses qui se répètent énormément, et c'est vrai que le sous-genre heavy metal et horreur, c'est un sous-genre que j'aime beaucoup, mais qui est très redondant. Ouais, c'est vrai, moi j'en ai vu 2 dans ta liste. Sur le principe, ils se ressemblent quand même beaucoup, puis le schéma, il est quand même assez classique. C'est un schéma de conte, la découverte de l'objet magique, le pacte avec le diable, blablabla. Ouais. Donc, effectivement, il y a des risques de redondance, j'imagine, aussi avec les autres de ta liste. Il y a un truc que j'ai aimé aussi dans les 2, c'est que c'est évidemment un sujet qui est propice au méta. On aime bien le méta dans cette émission. Il y a un truc très Cronenberg dans les 2, parce que ça va être des objets médiatiques qui vont se révéler maléfiques. Il y a des scènes incroyables où il y a une sorte de chien démoniaque qui sort d'un haut-parleur pour manger le père homophobe, ou je sais plus. Je confonds peut-être un peu les 2 films que j'ai vus, parce que c'est dans Black Rosie celui-là. C'est ça, c'est la platine tueuse. Mais peut-être que t'as vu un meilleur film en fait avec ton mélange des 2 là. Ouais, c'est parce que je regarde les films très fatigués le soir, fait que j'ai l'impression que c'est un peu éthéré, c'est comme des rêves un peu. J'ai rêvé de trucs chelous. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Il y a un peu ce truc en commun de, ok, ils vont aller jusqu'où dans faire apparaître des trucs monstrueux avec des objets médiatiques, des cassettes audio, des vinyles. Et ça, c'est quand même assez cool. C'est souvent inventif, quoi, dans ces films-là.
Moi, j'avais une question. À quel point la musique métal est présente dans les films? Parce que tu dis qu'il y en a, voilà, mais en fait, je me suis toujours dit, moi, que métal et film d'horreur, en termes de thématique, ça colle bien. Mais en termes d'ambiance, en fait, du métal dans un film d'horreur, ça ménage pas du tout le suspense, quoi. C'est beaucoup plus adapté d'ailleurs, quand on entend du métal dans des films récents, c'est plutôt des gros blockbusters d'action où on nous met du métal en fond pour avoir quelque chose d'assez rythmé et qui met dans l'ambiance. Est-ce qu'il y en a dans les films? Et est-ce que ça contribue à faire un peu de suspense, ou est-ce qu'au contraire ça contribue à complètement casser l'ambiance et en faire des gros nanars? Et à faire le côté nanar, voilà. C'est ça. Ouais. Si, je laisse Mylène répondre, mais moi, il y a des genres de films, si tu penses à certains Dario Argento, t'en as, et ça correspond tout à fait au style qu'il veut véhiculer, le côté un peu mauvais garçon, un peu j'en ai rien à battre, donc je mets du métal, même si ça fait pas très propre dans le film, mais si, bien sûr que si. Bah justement, tu parles de Dario Argento, je pense que le meilleur exemple, ça reste Démon de Lamberto Bava, où il y a cette scène hyper rythmée, où du coup le mec va... en fait, le principe de Démon, c'est des gens qui se font inviter par un mec assez mystérieux et chelou, faut le dire, dans un cinéma pour voir la projection du film, justement, Démon. Et en fait, au fur et à mesure du film, donc au début, il y a une fille qui se fait mal avec un masque, le masque qui est dans le film, et elle va se transformer en démon, et tous les gens du cinéma vont se transformer, sauf qu'ils sont enfermés dans le cinéma. Et il y a un moment donné où le grand héros va monter sur sa moto et fuir les démons, et là, il y a Face à the Shark qui se lance. Et moi, c'est l'une de mes chansons préférées, et je sais que cette scène, je l'adore, parce qu'en fait, il y a un côté, je pense que le métal, c'est pas fait pour les scènes de suspense, mais pour certaines scènes hyper rythmées, comme dans Ténèbres ou quoi, bah là, du coup, ça va vachement marcher. Peut-être des scènes de course-poursuite ou des trucs comme ça. Par exemple, dans Chucky, Living Dead Girl, ça se lance au tout début, quand elle récupère les morceaux de Chucky et qu'elle tue le policier. Il y a vraiment un truc en mode, là, ça commence en début de film, genre, ok les gars, vous savez où vous êtes, ou alors en plein dans l'action, en mode réveillez-vous, là ça part. Ouais, un usage, finalement c'est un peu l'usage du métal dans d'autres films en fait. Ça se différencie pas forcément dans les films d'horreur de la manière dont on l'utilise ailleurs en fait. Non, je pense pas, mais par contre effectivement il y a des films où là il y a pas longtemps j'ai vu un film d'horreur, The Retilator ou un truc comme ça, et en fait c'est que des musiques de métal, et c'est vrai que suivant le propos, je pense que l'horreur et le métal ça peut quand même très bien matcher en fait. Si c'est bien amené, surtout que le métal, bon, encore une fois, je suis pas une pro, mais c'est que ça reste quand même un genre hyper varié, avec des musiques qui sont pas tout le temps dans l'énervement, et du coup, je pense que ça peut être hyper intéressant de faire tout un film d'horreur pour moi, c'est toujours des genres que j'ai trouvé très cohérents entre eux. Ouais, puis j'ai l'impression dans les films que j'ai vus, dans Trick or Treat par exemple, ça marche quand même bien sur des scènes de temps un peu plus faibles. Même des discussions, il y a le personnage qui se balade beaucoup, il fait de la voiture, au début il est un peu loser, alors forcément c'est pas lui qui a des scènes d'action au début, mais je trouve ça marche quand même bien, parce que les métalleux savent aussi faire des balades et des trucs un peu lents et plus moins films d'action. Fait que ça marche quand même dans les films que tu avais choisis pour aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, franchement, pour moi, ça marche très bien. Et c'est vrai que ma culture métal, elle s'est faite par les films d'horreur et par des musiques que j'ai pu écouter comme ça, parsemées dans des BO. Alors des fois, il y en avait qu'une, des fois, c'était toute la BO. Yes. Et je pense que c'est pour ça aussi que, par exemple, bon là, c'est un exemple hyper mainstream, mais que du coup, des gens ont redécouvert Metallica avec Stranger Things. Parce que du coup il y a un truc scénique et je pense que c'est pour ça aussi que moi je suis vachement attachée au BO, parce que souvent j'ai besoin de l'image qui accompagne le son, et quand ça matche très bien, ça va me faire aimer une musique que j'aurais pas forcément aimée sans l'image. Ouais, je pense aussi. Merci. On voit qu'on découvre de la musique par des films. Je pense aussi que les gens qui nous écoutent ont découvert beaucoup de films avec ta chronique à l'instant. Merci. Il y a moyen, ouais. Ils ont gagné du temps aussi parce que tu leur as dit de pas les voir, donc du coup... C'est l'histoire de ma vie. Pour les fans de Kiss qui auraient eu envie de voir enfin ce film, non, n'y allez pas, c'est bon. On va continuer évidemment sur ce thème. Raph, tu nous as annoncé qu'on allait prolonger un peu la chronique de Mylène, mais en restant dans le cinéma contemporain. Ta question, le rock fait-il encore peur aujourd'hui? Ben ouais, et en fait, votre discussion là, elle me fait une transition parfaite, parce que justement, moi, je trouve que ça marche dans certains films des années 80, ce truc où quand même la musique va amener de l'ambiance, et finalement, tous les exemples qu'on a, c'est dans cette époque-là.
Et il y a très peu de films contemporains. Et moi, j'avais plutôt l'impression que justement, à partir des années 2000, on avait un truc où il y avait beaucoup d'imagerie rock, il y avait beaucoup de personnages de rockers ou de culture métal, mais beaucoup moins de musique rock ou métal à l'écran. Et en particulier, pas forcément pas du tout de musique, mais en particulier pas dans les scènes horrifiques, justement. Je vais vous dire d'où part ma réflexion un petit peu. Cet été, j'ai vu un concert de Lordi en festival. Vous voyez Lordi, ce groupe qui a fait l'Eurovision, qui a gagné l'Eurovision, ouais. finlandais là, voilà, qui se déguise en gros monstre, qui a une ambiance grand guignol, un peu train fantôme, des costumes de méga démons avec des ailes et des machins. Ouais. Honnêtement, ça fait bien son job, ça fait son effet et tout, et c'est assez cool à voir le côté spectacle métal. Mais en même temps, c'est quoi comme métal ? Bah en fait, c'est du métal hyper accessible, hyper gentil, presque pop, avec gros refrains, des hits vraiment radio et tout. Et je me suis dit, il y a une disproportion absolue entre le fait que bah ça c'est là pour effrayer au niveau des corps, mais en fait la musique elle fait pas peur, mais à 0% quoi. Et pourtant, je sais pas, ça colle pas trop avec l'image qu'on a que le métal normalement c'est censé faire peur. Moi ma mère elle avait peur que j'écoute du métal quand j'étais ado. Je sais pas, c'était censé un peu être effrayant quoi. Même le rock en général, il y a eu beaucoup de panique un peu liée au rock, que ce soit parce que ça venait des musiques noires et donc du coup bah l'Amérique conservatrice évidemment ça lui fait peur, que ce soit des peurs de la jeunesse, que ce soit la peur de la sexualité, toutes les controverses autour de Elvis qui était trop déhanché, tout ça, tout ça culmine dans une espèce de peur générale historique qui maintenant en fait a complètement disparu, y compris dans le style le plus extrême qui est censé être le heavy metal quoi. C'est un vrai sujet dans les films que j'ai vus de la liste de Mylène, hein. Le fait que les parents veulent faire interdire les concerts de rock. Bah ouais, et puis dans l'histoire, les fameuses ligues de vertu américaines, là, dans les années 50 et tout, c'était vraiment ça. Le but, c'était aussi un peu de mettre le doigt sur un truc qui faisait tellement peur et qui était tellement anti-chrétien que bah fallait l'interdire. Christine Boutin va encore faire interdire le Hellfest quand même, hein, mais... Ouais, c'est vrai. T'as raison. Peut-être un jour, elle réussira, hein. On sait pas. Ils seront obligés d'aller en Suisse. Bref, et donc voilà, je me disais, pourquoi est-ce qu'on entend finalement pas tant de rock ou de métal que ça dans l'horreur ? Et je me suis concentré un peu dans ma réflexion sur deux cas qui me semblent exemplaires, c'est-à-dire des films qui s'y prêtent très bien, mais où finalement il y en a pas, et inversement, des films qui puissent dans le rock, mais pour des séquences qui sont vraiment plus inoffensives, comme disait Yann tout à l'heure, des trucs plus d'action, ou même des séquences de transition un peu chill. L'emblème pour moi de ce paradoxe, c'est le premier film de Rob Zombie, La Maison des Mille Morts, qui est sorti en 2003. Donc Rob Zombie, musicien de hard rock un peu indus. Dans les acteurs, il y a plein de gens qui ont collaboré avec des groupes. Sherry Moon Zombie, sa femme, qui a fait des clips avec Black Label Society. Bill Moseley, qui formera plus tard un duo avec le gars de Pantera. Enfin bref, il y a plein de liens qui se font avec la culture rock. Il y a un design aussi qui est très rock dans le film. Pour résumer très vite fait, c'est un redneck movie qui est censé se passer dans les années 70 avec une famille de psychopathes dégénérés dans le sud, quoi, qui tuent des jeunes pendant Halloween. Et en gros, il y a plein de références à l'histoire du genre, du second degré, tout ça. Et en fait, c'est un film où, étonnamment, les rednecks, ils sont vraiment méchants. Mais en même temps, ils jouent leur propre folklore. C'est-à-dire, ils jouent les décos d'Halloween en papier carton, les masques, les accessoires de farce et attrape et tout ça. Et en fait, dès le début, on nous dit tout ça, c'est du train fantôme, ça fait pas peur. Et en même temps, bah du coup, après, ils tuent des gens, donc en fait, si, ça fait peur. Donc, enfin, je sais pas, il y a cette espèce de truc vraiment très très ambigu. Et du coup, ça suinte vraiment la culture rock, en fait. Chaque plan, ça pourrait être une scène de Lordi, ça pourrait être une pochette de grindcore et tout. Et pareil dans la suite, donc le deuxième film qu'il a fait à partir de ça, c'est The Devil's Reject, qui garde ce côté très ironique, mais avec un côté plus road movie, on va dire, mais toujours avec ces personnages qui sont des vrais méchants, en fait, c'est des psychopathes absolus. Et en fait, il y a ce truc intéressant où, quand la bonne société découvre ce qu'ils ont fait, il y a une émission de télé, on est toujours dans l'imaginaire années 70, voilà, la fascination pour les tueurs en série, les trucs comme ça. Sauf que l'émission de télé, au lieu de parler des trucs vraiment graves, c'est-à-dire les dizaines de corps qu'on a retrouvés chez eux, les présente par des détails qui rappellent justement les paniques morales sur le métal et le satanisme. Donc, ils disent, c'est des gens qui vénèrent le diable, il y a des pentagrammes, ils ont marqué 666 sur le mur, c'est horrible et tout. Alors que, mec, il y a des gens dépecés, c'est pas le satanisme qui est horrible, là. Enfin, voilà. Donc, les deux films tout entiers nous disent explicitement que c'est du folklore. Et finalement, du coup, elle parle de la culture rock et du fait que c'était pas accepté, mais du rock, on n'en entend pas tant que ça.
Les scènes qui font peur, c'est plutôt du synthé très classique de films d'horreur avec des trucs stridents et tout ça. Et le rock, on le garde pour certaines transitions un peu second degré sur l'Amérique des années 70, des trucs vraiment plus contemplatifs ou anecdotiques. Donc voilà, le mec le mieux placé du monde pour faire un film d'horreur sur le métal, et ben en fait il le fait, mais sans mettre de métal. Ouais. C'est hyper paradoxal, je trouve. Par contre, ces deux films sont une référence pour la scène métal. Mais ouais, c'est ça. Ne serait-ce que des groupes qu'on connaît tous les deux. Il y a quand même Charlie's Frontier Funtown de Grenoble qui est nommé d'après le parc d'attractions là du clown dont j'ai oublié le nom c'est dans le deuxième, je crois, c'est ça. Hein. Ouais, c'est dans le deuxième, ouais. Et puis il y a un album d'Aitins qui commence par un sample d'un dialogue en VF d'ailleurs de Devil's Reject. Bah oui. Donc c'est quand même des films qui sont hyper qui inspirent la culture métal, quoi. Ah, totalement. Même s'il n'y a pas de métal dedans. Bah finalement, celui qui est plus typé métal de tous, c'est Lord of Salem. Alors là, j'ai pas vu. Tu me situes vite fait? Alors j'ai vu un moment, c'est une histoire de sorcière. C'est encore une fois avec Cheryl Moon Zombie. Et je crois qu'elle sort avec un musicien et on va avoir énormément de musique métal dedans. Enfin, pour moi, c'est l'une des BO les plus réussies de ces films. Après, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, j'aurais peur de mal pitcher. Mais quelque part, je trouve que le fait de s'intéresser aux dates des BO, des fois, ça masque un peu le fait que ces morceaux, en fait, sont pas utilisés en lien avec l'horreur dans le film. Ils sont utilisés pour d'autres choses. Enfin, je sais pas comment c'est dans celui-là, mais clairement, on écouterait la BO des films de Rob Zombie, il y aurait quelques petits morceaux de rock par-ci par-là. Mais par contre, ils sont utilisés vraiment pour des trucs qui sont pas du tout horrifiques, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, c'est un paradoxe qui m'intéresse bien, quoi. Et en y réfléchissant, en fait, j'ai retrouvé dans pas mal de films d'horreur contemporains. Et alors, j'en citerai pas forcément des tonnes, mais dans The Black Phone, par exemple, sorti en 2021 d'Erikson, sur le papier, le côté on fait un Spielberg mais dark, avec des gamins des années 80 qui regardent des films d'horreur en cachette, et en fait, au lieu de juste aider un extraterrestre à s'enfuir, bah du coup, en fait, ils se font battre par leurs parents et ils se battent jusqu'au sang avec leurs camarades de classe et tout. Enfin, le côté dark années 80 aurait trop marché avec du métal. Il y a d'ailleurs un personnage de métalleux, mais en fait, bah, il y a pas de métal, il y a pas de rock, il y a rien du tout de ce type-là, à part vite fait 3 secondes pour présenter le personnage, quoi. Donc, c'est marrant comme les films qui sont le plus indiqués pour, finalement, finissent par faire le contraire. Et tu parlais de Stranger Things tout à l'heure, je trouve que dans Stranger Things, c'est emblématique de ça, c'est-à-dire la saison 4, là, il y a les fameuses chansons qui sont intégrées dans la narration, avec les personnages qui en ont besoin pour, combattre leurs démons intérieurs, donc il y a Kate Bush et il y a Metallica, et la séquence avec Master of Puppets de Metallica, moi je la trouve très paradoxale, parce qu'en même temps, elle a lieu dans un décor hyper horrifique, et en même temps, c'est la scène la moins effrayante de toute la série, parce que c'est le moment où, précisément, les démons, en fait, on commence à les dégommer à la chaîne, en mode jeu vidéo d'horreur PS2, quoi, et ça fait plus du tout peur, c'est totalement devenu ludique, en fait, le rapport à l'horreur qui était, je trouve, totalement à contre-temps par rapport à ce que la série faisait finalement dans ces 4 saisons. Donc voilà, on est très loin des liens entre métal, peur du diable, tout ça qu'on pouvait avoir dans les années 80, je trouve. Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, Yann, moi je pense que il y a une raison à trouver à ça, c'est que le rock en général, c'est assez entraînant. C'est bien rythmé, il y a un tempo stable, il y a des structures musicales reconnaissables, couplets, refrains, tout ça. Or, l'horreur, elle a plutôt besoin de surprendre habituellement. Ou alors, au minimum, de nous mettre dans un état de suspense, d'incertitude. Et quand on est à un truc trop rythmique, finalement, ça finit par devenir trop prévisible. Et donc, c'est rare d'utiliser vraiment du métal dans l'horreur, dans les scènes horrifiques. Ouais. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est mort ou est-ce que ça pourrait quand même revenir d'une autre manière? J'ai 3 hypothèses pour du rock qui fait peur. Je vais faire des listes. Voilà. La première hypothèse, du rock qui surprend parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y en ait. Ouais. Finalement, au lieu d'avoir un décorum hyper métal et du coup on sait très bien à quoi on s'attend, faire le contraire. Dans un film qui semblait pas fait pour accueillir du rock, finir par en mettre. Par exemple, j'ai trouvé un peu ça dans A Girl Walks Home Alone at Night de Annalini Amirpour, qui est un pur film de genre contemporain, donc il date de 2014, enfin, vraiment que je conseille à tout le monde, quoi. Sur le papier, c'est une espèce de relecture un peu mélancolique du mythe du vampire. Ça se passe en Iran, il y a rien de rock dans le décor ni rien. Et la première fois que la meuf attaque vraiment quelqu'un, on commence par entendre un son de cymbale qui va pas du tout avec l'ambiance de la scène. Et on comprend qu'elle est en train de taper sur une batterie avec ses mains sans vraiment de raison.
Et c'est à la suite de ça qu'elle finit par se jeter sur le gars pour le bouffer. Et ça crée en fait une association d'idées dans tout le film qui va faire des échos ensuite, c'est-à-dire que de temps en temps on va avoir des morceaux de rock qui arrivent et on se rappelle de cette scène-là et on se dit ok, ça crée une attente, on sait qu'il va y avoir de la violence alors que on n'aurait pas cru au départ. Et même parfois ça n'arrive pas, c'est-à-dire que rien ne se passe, mais quand même ça nous rappelle que au-dessus de tous les personnages, et en particulier les personnages masculins parce que c'est un film assez féministe, il y a toujours une menace qui plane et qui fait que voilà, il faut qu'ils se tiennent à carreau quoi. Donc voilà, un truc un peu surprenant. Deuxième hypothèse, le rock qui surprend parce qu'il va trop loin, parce qu'il est trop extrême. Si le rock à papa, si le métal gentil ça va pas, et ben on va chercher plus loin. Et je trouve que globalement, les genres très extrêmes que sont par exemple la noise, l'indus ou le shoegaze ou des trucs comme ça, ça pourrait être plus exploité dans les films d'horreur, typiquement. C'est un peu comme si des fois il fallait pas trop brusquer le spectateur alors qu'on est dans un film d'horreur, c'est un peu fait pour quoi. Enfin voilà. Un exemple que je trouve assez fascinant sur ça, c'est Tetsuo, qui est date de 89 et qui est pour le coup blindé d'indus, de rock ou de metal indus, je sais pas comment il faut dire, qui est un film donc vraiment très chelou, hein. C'est perché, c'est un mec qui se transforme progressivement en homme de métal, c'est un peu expérimental, c'est du body horror bien trash, et je trouve que la musique elle est hyper bien utilisée, elle agit vraiment par les sensations, et au lieu de juste représenter ce qui se passe, elle essaye de nous mettre dans un état de crainte en fait. Et le film est pas long, mais franchement on passe 1h15 à se chier dessus quoi. Donc voilà, ça c'est le côté on va pousser la radicalité quoi. Il me semble que dans Funny Games et Funny Games US, Haneke se sert un peu de ce principe-là. C'est marrant parce que j'hésitais à en parler, ouais. C'est pas dans la scène d'intro, il y a une transition hyper... oui, c'est ça. Ça passe de la musique classique et en fait... tout de suite, c'est en mode très énergique. Ouais, quand ils arrivent en voiture, exactement, et t'as un espèce de truc hyper violent. Alors, je sais plus quel type de musique du coup c'est, mais ouais, c'est marrant parce que je pensais le mentionner puis je l'avais viré finalement. Ah bah, ok. Mais oui, dans le générique, il y avait ça. Il y a les personnages qui écoutent la musique classique et d'un coup, il y a un morceau c'est Naked City, le groupe. Donc, c'est en gros un mélange de free jazz et de grindcore. Imaginez chez vous. et d'un coup, ça te met dans un état d'esprit genre, oh là, ouah, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on est dans un truc qui commence comme un film d'auteur un peu classique, quoi. Et ouais, ça m'avait trop marqué quand j'avais vu ça, la version allemande. J'ai pas vu le remake, mais il paraît que c'est pareil, qu'il y a le même genre de truc. C'est quasiment la même chose, sauf que du coup, t'as plus de contexte sur le cinéma américain. Du coup, je trouve qu'il fonctionne mieux. Mais grosso modo, c'est le même film. Hein, ouais, moi, je préfère le remake aussi. C'est original, ça, comme position. C'est pas souvent. Non, mais en vrai, c'est pas souvent. Troisième option, je vous laisserai un peu là-dessus, le rock qui fait peur mais pour d'autres raisons. Parce que en vrai, c'est vrai que les métalleux, on se moque, ils sont un peu marrants, ils sont un peu ridicules, ils mettent des peintures cheloues sur leur tête, tout ça. Bon, ça, on s'en fout. C'est un peu des conneries. Par contre, ce qui fait vraiment peur chez les métalleux, bah en fait, c'est les liens qu'ils ont avec l'extrême droite, le nationalisme, le paganisme, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, moi, ça me fait vachement plus peur un film comme Lords of Chaos, par exemple, qui est sorti il y a quelques années, qui raconte un peu la scène, les premières années de la scène black metal en Norvège, avec toutes les violences, les églises qui brûlent, les meurtres homophobes et tous les trucs comme ça. Parce que, en fait, ça montre qu'il y a vraiment des musiciens qui sont proches de courants néo-nazis. Et je pense que là, c'est le genre de truc qu'on pourrait... Enfin, moi, j'aimerais bien avoir plus de films aussi de ce genre-là qui nous redisent que le métalleux, c'est pas juste un gros nounours, c'est qu'il y en a qui craignent vraiment du cul, en fait. Donc, moi, ça me fait plus peur que des vieux crados déguisés en zombies redneck dans les films comme Devil's Reject, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une autre manière de faire peur, mais on devrait avoir plus peur de ça. Voilà. Ouais, en même temps, des fois, c'est lié, hein. Les vieux redneck, c'est aussi les mêmes qui sont les métalleux néo-nazis dans certains films. Ouais, je pensais à un film, en fait, parce que je l'aurais peut-être mentionné plus tard, mais ça marche bien ici. Je pense à Green Room de Jérémy Saulnier. C'est exactement ça. C'est un groupe de punk qui fait une tournée, puis ils ont tellement pas de fric, ils ont une date de tournée qui vient de sauter, donc ils acceptent une sorte de show pas prévu. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils font la première partie d'un groupe de métal néo-nazi. Et donc, ça devient un survival horror parce qu'ils sont séquestrés, enfin, tout ça. Mais ouais, il y a vraiment ça, ce truc de dire, bon, bah, il y a aussi au sein du rock, des genres du rock, mais en termes de genre musical, bah, il y a aussi des oppositions, quoi. Il y a les punks gentils, un peu freestyle, qui font leur tournée en van. Et puis, bah, il y a
ok, les rednecks néo-nazis avec le chef, c'est Patrick Stewart qui arrive comme ça avec son crâne rasé / chauve, on sait pas. Mais ça marchait bien dans ce film-là que j'aimais bien. Le directeur de casting, il a tapé acteur chauve. Il s'est dit, bon, c'était ça. The Rock était un peu trop booké à ce moment-là. Il s'est dit, oh. C'est peut-être un biopic sur nos premières années, Raph, quand même, parce que ça nous est arrivé un petit peu. Ah ouais, vous avez fait des premières parties un peu de jeux avec des groupes qui se révèlent craindre. Ouais, franchement, des fois, tu te rends pas compte. C'est pas vrai, mais ça doit être très gênant comme situation. Mais vous les avez dénoncés ensuite, n'est-ce pas ? Ouais, d'autant qu'après, ils peuvent devenir méchants, quoi. Ouais, on parlera en off. C'est bon. Ça vend pas du rêve. On vous donnera les noms des groupes qu'il faut pas aller voir. A priori, vous avez survécu, c'est déjà ça. Ouais, on est de nature à survivre. C'est vraiment intéressant comme question. En tout cas, le rock fait-il encore peur, Raph ? Il y a un truc sur la surprise beaucoup dans ta chronique quand même. Est-ce que le rock sert à faire peur ? Est-ce qu'il peut surprendre le spectateur et spectatrice ? Et en même temps, ce que tu dis, c'est que dans un film qui parle déjà de rock, finalement, on s'attend peut-être un peu trop à voir du rock. Puis s'il est trop gentil, ça marchera pas. J'y pense en rock qui fait peur. Du coup, t'as typiquement l'exemple des Goblins. C'est du rock progressif. Et là, ça fonctionne très bien avec toutes les BO de Dario Argento. Enfin, franchement, quand t'écoutes, que ça soit Profondo Rosso ou alors Suspiria, il y a des compos qui sont tellement... je sais pas, il y a des sons en fait hyper primitifs dans Suspiria qui font que ça te touche aux tripes et du coup c'est hyper intense en fait quand tu les écoutes. Mais ouais, je suis d'accord et je suis un peu déçu qu'on ait perdu cet esprit premier degré dans l'usage du rock au cinéma parce que dans les années 80, typiquement Argento ça marche quoi. Mais c'est vrai que maintenant quand on met du rock dans un film, c'est toujours pour faire un côté un peu pulp, second degré, qui se moque de lui-même et tout ça. Et en fait, on n'arrive plus à faire ce que faisaient Argento et Goblin il y a 40 ans. Après, ça marche avec des trucs un peu prog, un peu barrés, un petit peu... ça marche pas avec le rock et le métal grand public récent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Bon, peut-être que c'est trop évident, alors, de mettre du rock dans les films d'horreur. Peut-être c'est ça, il faut aller chercher autre chose, en fait. Non, mais Raph a raison. Finalement, c'est les films documentaires sur les groupes de métal ou inspirés de la vie réelle de groupes de métal qui font le plus peur, presque, en fait. On a compris, Yann, que tu voulais un biopic. On va voir qui on met sur le coup. Ah non, vraiment pas. Godfather, The Movie. Je sais pas qui on met à la réalisation de ce film. On peut plus le proposer à Xavier Beauvois, il nous aime pas maintenant. Non, c'est vrai. Je pensais que t'allais dire Xavier Dolan. Je sais pas pourquoi ça marchait pas non plus. Ce serait inattendu, ceci dit. Il va falloir trouver un acteur assez beau pour jouer Raph, parce qu'il faut qu'il ressemble au vrai, donc... Ouais, si possible avec un doctorat, parce que ce sera plus crédible. Bah oui. Dans le casting, il faut avoir ça avec des effets spéciaux, vous inquiétez pas. Bon, on est en train de dériver du sujet, ça tombe bien, c'est la récréation, les amis. Ouais. Si vous êtes des habitués du podcast, vous savez qu'au milieu de toutes les chroniques, on fait un jeu, ça permet de rigoler, de respirer. Et c'est un jeu qui va pas trop faire peur, normalement. C'est moi qui vous ai préparé un jeu aujourd'hui, mais je dois créditer, en toute honnêteté, ce jeu à Raph, qui m'a proposé l'idée pendant la semaine. J'en avais une autre, beaucoup moins bonne, je dois le dire, et donc, d'après une idée originale de Raphaël Jodon. Ok, Merci, c'est docteur. bon, ça me va. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de rock et horreur, eh bien, c'est un jeu de mash-up. J'ai mélangé des noms de rockers, rockeuses, groupes de rock avec des titres de films. Alors, ça donne des trucs étonnants, voire effrayants. Je vous donne l'exemple que m'avait donné Raph pour me pitcher le jeu, comme ça vous aurez une idée de où je pars avec cette idée. Ouais, de loin. Alors, préparez-vous. Si je vous dis, c'est Tom Cruise avec une énorme barbe jusqu'aux genoux et il fait de l'avion. ZZ Top Gun. ZZ Top Gun, voilà. Donc, Yann est très chaud. Donc voilà, on est sur du jeu de mots de qualité. Hein. Ah ouais, d'accord. Préparez-vous. Donc c'est rock au sens large, à toutes les époques. Il y a peut-être des titres en VO. Bon, vous allez être bon et bonne. Ça devrait aller. Si on n'est pas bon, on coupera. On fera un montage foireux. C'est ça, je me débrouillerai. Il se peut qu'il y ait aussi de la mauvaise foi dans ce jeu, parce que cette émission sans mauvaise foi n'a aucun sens.
Et puis, je dédie évidemment ce jeu à Arcani, qui est le spécialiste des jeux de mots et de la mauvaise foi dans ce podcast. Je pense qu'il va aimer. Je vous préviens, quand je lui ai parlé de ce jeu, Robin m'a dit « Oh là là, j'en ai plein tout de suite », genre 3 secondes après que je lui ai proposé l'idée. Donc, Je ça sais va pas être si bien. mon cerveau est prêt pour ce jeu. On va voir, on va y aller tout doucement. Donc, je vous pitch des mash-ups de rock et de films d'horreur fantastique SF, pour commencer. Ça vous va ? Ça me va. Alors, le pitch. Si vous regardez le clip d'un célèbre duo de rock français, vous allez mourir dans 7 jours. Indo-Ring. Non, c'est duo de rock Non. français. Attends, Indochine, un duo. c'était pas un duo. Les Ringa Mitsuko. Ah, Ouais, c'est ça. Ah. Les Ringta Mitsuko. Ah, pas mal. Donc attention, si vous trouvez une cassette du clip de Martia Baila cachée Ouais. dans un grenier, attention à vous, vous aurez 7 jours donc, pour retrouver l'âme perdue de Fred Chiche, quelque part dans les limbes. Ça va comme début. Ouais. Vous avez On se chauffe, pigé on le se chauffe. truc. C'est Ouais, ouais. compliqué, hein. Ça va. Un groupe de rock s'enferme dans un hôtel pour écrire son prochain album et s'entretue. Attends, c'est quel groupe? Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, je peux vous aider un peu, mais vous avez le film. Bah, le film, ça va, ouais, mais le groupe... Si je vous dis un groupe de rock allemand s'enferme dans un hôtel pour Mais je écrire crois son prochain j'ai album. j'ai le groupe de rock, j'ai pas le... Ah bon? Ah bah attends, on va mettre en Attends. commun. Moi, j'ai Shining. Ouais. Bah oui, alors moi j'avais Tokyo Bah, moi, Hotel, j'ai mais je ne Shining voyais pas aussi. le lien entre Shining et Tokyo Rammstein. Oui, Hotel. j'arrive pas à mixer les deux, ouais. C'est Rammsteining. Rammsteining, ouais. Ah, Rammstein, Ah Putain, moi j'étais sur Tokyo Hotel aussi. putain, n'importe quoi. Tokyo. Bah, ça marchait. Ça marche aussi un peu. Ça marchait, marche, ça il y a marche. Michel dedans. Ouais. Non, j'étais sur Rammsteining. Ah non, bien. Une femme séquestre un guitariste de rock pour le forcer à écrire un nouvel album. Alors, Celle-là, j'ai de quoi vous aider, mais je commence Ah. vraiment Alors, le c'est plus loin Misery possible. de... Ouais. Ouais. Et D'après Stephen J'ai King. que le Ah, film, comment il ouais. s- Donc, si je vous dis une femme séquestre un guitariste Un de guitariste, rock pour ouais. le forcer à écrire... Misery Hendrix. Ah, c'est non. c'est pas Pour le mal, forcer hein. à écrire C'est le bien. nouvel album du groupe Cream. Misery Clapton. Misery Ah. Clapton. Pas mal. Ah Putain, il est bien. Ce rocker français a l'air super sympa, mais en fait, il tue les gens dans leurs rêves. Alors, j'ai Alors, Freddy. les gris... ouais. Enfin, les gris... Ouais, peut-être en français. Ah bah oui, les griffes de la Je sais nuit, du coup. Les griffes Ce de... serait- comment? C'est plus Freddy. Non. Est-ce que c'est Vincent Delerme? Parce que tu nous as dit... Non, j'ai dit Il y rocker avait des quand trucs avec même. Vincent Delerme. J'ai dit rocker français. Non, j'aime bien Vincent Fred. Delerme, mais je ne m'illusionne pas non plus sur le style. T'as musical. repris le même groupe? C'est Freddy Chichin? Non, non. C'est pas mal. Alors attends. C'est pas mal plus vieux. Freddy Hallyday? Si je vous dis un rocker français fan de western. Freddy Mitchell? Oui, Mitchell. Freddy Oh, Mitchell. oui. Ah ouais. Attention à de qui vous allez rêver dans les prochaines nuits. S'il a un Ça va être Stetson. intense. Ouais. Un groupe de métalleux chill dans un chalet au bord d'un lac, mais tombe super malade. Attends, au bord d'un lac, il y a... c'est quoi? C'est Cabin Fever? Ouais, Ouais, pour moi, c'est Cabin C'est Fever. Cabin Fever. et c'est un groupe comment dont on ça a déjà parlé. On le fait collaboratif, hein, Ouais. c'est aujourd'hui. Un groupe de métalleux fans de marionnettes chill dans un chalet au bord d'un lac. Fan de... Attends, putain. Comment on dit marionnette en anglais, les gars? Poupette. Ah. ouais. Metallica, Petmaster, non? Mais Capital Fever? Mais Oui, tout- Metallica Bin Fever. Ah, Metallica Cabin Fever, ouais. 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 Ah ouais. Et moi, je peux vous en faire aussi. Ouais, vas-y. Je sais pas si t'en avais encore, mais moi, Ouais, j'avais... j'en ai. dans un état de la côte ouest des États-Unis, une ado arrive à faire bouger les piments rouges par la pensée. Attends, j'en ai cherché beaucoup. Avec Red Hot Chili Peppers, j'ai pas trouvé. Avec Carrie? Ouais, mais c'est le nom d'une chanson. Red Hot Ah. Chili Pepper, du coup. Non, c'est pas le nom du groupe, c'est le nom d'une chanson. Ah là là. Ah, c'est Californication. ok, du coup. C'est Ah, Carrie Californication. Fornication. Bien joué. Ah c'est bon. oui, pas mal. Ah, punaise. J'avais aussi... Il y a une femme qui est enceinte, elle porte le bébé du diable et elle sait pas s'il doit sortir ou pas. Ah, non, Rosemary Baby Brune, non. Ah ouais, d'accord. Que j'ai vu en concert d'ailleurs. Oh là, attends, non, on arrête tout. C'était mon âge de mon époque, hein. Raconte. Pas ça ici honteux, hein. Bah oui, Moi, j'ai surtout vu quand t'es Kyo, hein. une ado de 16 ans, Eh oui. forcément. tu vas Bon, avoir oui, moi des je trouve ça jeunes, pas quoi. déconnant. Hein. Moi j'ai vu la Starac et alors.
Mais on regarde toujours la Starac, Mylène. Oui, mais bon, on a du vin maintenant. À l'époque, on n'avait pas de vin. J'en ai peut-être un ou deux pour finir en Vas-y. beauté ou je sais pas. Une famille tombe en panne dans le désert et se trouve torturée par des mutants qui les forcent à écouter du Alors, Genesis. La colline à des yeux. Phil Collins a des yeux. Phil Collins a dit. Ah Colline a des suites. Et puis, je sais pas, un terminant. Le chanteur Damon Albarn fait des selfies vidéo dans une forêt et ça fait peur. Le projet Blair Witch. Ouais, Ah. T'as gardé les faciles pour la fin. Bah, j'en ai encore plein d'autres, mais là, je pense qu'on va saouler Moi, les il y en a un, j'étais sûr que tu allais y penser, mais du coup, je le fais, je résiste pas. Attention, vous pensez avoir échappé à la mort, mais elle va vous retrouver dans 3, 2, 1... Est-ce que c'est Destination Finale quelque Destination chose finale, ok. Et du coup, Ouais, mais j'ai pas le gros. Et qu'est-ce ça. que- Destination Final Countdown. C'est Bien ça joué, c'est ça. Destination Final Countdown. Ouais. Ah. Bon, bah, je sais pas, il nous manque les profs de philo habituels qui nous auraient dit est-ce que ce qu'on a fait, c'est de la dialectique ou pas entre horreur et cinéma. C'était probablement juste des très mauvais jeux de mots. Ah, heureusement qu'ils sont pas là, hein. Ça a Non. quand même une autre gueule, là. Bon, merci Raph pour cette idée. Et si vous en avez d'autres, moi j'en ai plein. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Je peux pas vous dire sur Twitter parce que peut-être que Twitter est mort, il est en sursis à l'heure où on enregistre. Mais ma tête est en feu depuis que j'ai ce jeu dans la tête. Si Twitter est mort, on fera un rituel pour le ressusciter, vous inquiétez pas. On mettra un vinyle et on invoquera les démons. Attention, si vous écoutez ce podcast, il y a des esprits qui vont peut-être se réveiller et ben vous faire marrer, puisqu'on était là-dessus. Yann, on a annoncé tout à l'heure la couleur. Tu vas nous parler de métal et comédie, puisqu'en fait, avec Raph, on a compris que finalement, le métal et le rock, ça faisait plus assez peur. Alors, est-ce que ça fait rire, Yann? Alors, je sais pas, moi ça me fait rire, mais vous me direz. Alors en fait, bah ouais, c'est vrai que traditionnellement on associe plutôt au métal les genres de l'horreur ou éventuellement du fantastique. Mais en fait, de manière assez surprenante, depuis les années 80, il y a une petite série de films qu'on peut qualifier de comédie métal. Et c'est presque un sous-genre à part entière finalement qui est assez populaire dans la scène métal. C'est des productions dans lesquelles on a des protagonistes qui sont liés à la scène métal ou hard rock et voire même rock en général, qui sont au cœur de l'intrigue et qui sont placés dans des situations plus ou moins comiques ou rocambolesques qui suscitent en général une franche adhésion de la scène métal elle-même. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a notamment pour commencer 3 films cultes, un par génération ou par décennie finalement depuis les années 80. Ouais. Le premier c'est Spinal Tap de Rob Reiner qui est sorti en 1984, qui est un petit peu un ovni en fait, c'est une parodie de documentaire sur un groupe fictif de heavy metal qui s'appelle Spinal Tap. Et c'est un peu le film de référence des hardos des années 80, début des années 90, avec tous les clichés du genre, notamment un guitariste qui collectionne des guitares luxueuses et des amplis qui vont jusqu'à 11/10 sur le potentiomètre de volume. Voilà. Le deuxième, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, c'est Wayne's World, Le Monde selon Wayne au Québec, de Penelope Spheeris, qui est sorti en 1992 avec Mike Myers et avec un caméo d'Alice Cooper. On parlait tout à l'heure des caméos d'Alice Cooper, bah en voilà un. Il y en a, ouais. C'est un film qui met en scène les aventures de 2 fans de hard rock qui animent dans leur cave une émission de télévision et qui sont repérés par une chaîne locale et puis voilà, vont-ils accéder à la célébrité ou non, c'est un peu l'enjeu du film. Bon. Et puis le dernier, c'est un peu le film métal culte de ma génération, donc de la génération des trentenaires d'aujourd'hui. C'est Tenacious D and the Peak of Destiny. Tenacious D est le médiator du destin, n'est-ce pas, de Liam Lynch, qui est paru en 2006, avec des prestations de plusieurs stars du genre. Meatloaf, donc j'ai dit que je ne dirais pas où on l'avait déjà vu dans le Rocky Horror Picture Show. Ronnie James Dio, Le film qu'on n'a de pas le Black droit de Sabbath. citer. C'est ça, le film dont on ne doit pas prononcer le nom. Ronnie James Dio de Black Sabbath, et puis Dave Grohl, dont on a déjà parlé, dans un rôle de batteur d'ailleurs, plutôt période Nirvana. Bon, et ce film-là raconte la quête de 2 passionnés de métal avides de célébrité qui partent à la recherche d'un médiator taillé dans une dent de Satan qui leur garantirait la gloire. Et Tenacious D, le groupe qui est donc au cœur de l'intrigue, en fait c'est un groupe qui existe vraiment, c'est le groupe de hard rock acoustique des 2 protagonistes, donc l'acteur Jack Black et le guitariste Kyle Gass, qui est un groupe qui est en fait lui aussi assez culte dans la scène métal, mais aussi à cause du film. Et puis à côté de ces films cultes, on a
des films un peu plus récents, de qualité un peu plus variable, disons. Alors, l'exemple auquel on pense quand on est en France, c'est Pop Redemption, un film français de Forcément. Martin Le Gall avec Julien Doré, qui est sorti en 2013. Mais what? Attends, j'ai pas connaissance de ce film, c'est impossible. T'as pas vu Tu as ça? pas vu ça non. D'ailleurs, je crois que c'est même Pop Redemption, je crois qu'il y a un accent C'est sur Pop le Redemption, Bah oui, ouais. évidemment. C'est Pop Redemption, pardon. Mais je crois Voilà. d'ailleurs les critiques étaient assez bonnes quand il est sorti d'ailleurs. Ouais, mais J'ai c'est pas une vu, mais- catastrophe. Mais Ah oui, je l'ai non, regardé. tous les trucs je l'ai avec pas vu, Julien je sais Doré, pas, les gens mais je me adorent, souviens hein. que les retours étaient assez bons, j'étais étonnée. Oui, ah mais mes parents ont adoré, moi il fallait que je le regarde. En fait, on passe un bon moment si on réfléchit pas à ce qu'il y a derrière et à l'image qu'il y a derrière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi, et je pense que tu faisais peut-être référence, Mylène, tout à l'heure, en fait, Deathgasm, un film néo-zélandais avec des métalleux qui déclenchent une invasion de zombies en jouant une partition maudite, Ouais. et qui est vraiment, on est voilà dans la comédie horrifique. Et puis plus récent, et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert là en préparant le podcast, Heavy Trip, un film finlandais, avec un titre qui pourrait être celui d'un album de Godfather, donc de Juuso Latio et Jukka Wingren, dont je viens sans doute de massacrer la prononciation du nom. Alors la question que je me suis posée, c'est dans ces films, finalement, de quoi on rit? Plusieurs de ces films sont cultes. Ils sont cultes pour la génération qui les a dû sortir. Ils sont aussi cultes pour les métalleux des générations suivantes. Moi, souvent, j'enseigne en lycée. Mes élèves de lycée, un petit peu rockers, un petit peu métalleux, connaissent Wayne's World et The Peak of Destiny. C'est des films qui leur parlent, qu'ils connaissent bien. Et ils sont aussi assez, pour certains, assez connus en dehors. Enfin, ils ont une petite popularité en dehors qui dépasse la scène métal. Donc, si on fait rire à la fois les gens dont il est question et les gens dont il n'est pas question, bah c'est finalement peut-être en dehors d'un humour référencé et de private joke, si vous voulez, il y a peut-être bien quelque chose qui fait rire là-dedans, au-delà d'une caricature bête et méchante aussi, parce que sinon ça ferait pas rire les métalleux eux-mêmes. Oui, Donc, Oui, parce que finalement, le truc de l'ampli qui va jusqu'à 11, ça fait beaucoup rire les gens qui ont des amplis chez eux. Parce que C'est ça. on sait très bien qu'au-delà de 3, de toute façon, on s'entend plus, donc on le fait pas. Mais par contre, c'est pas forcément une blague qui va être autant retenue par d'un public extérieur, quoi. c'est ça, ouais, mais voilà, il y a un peu des deux. Donc voilà, de quoi on rit. Alors, finalement, j'ai trouvé deux trucs, deux types, si vous voulez. Premièrement, pour moi, on rit des stéréotypes qui sont associés aux musiciens de métal. Le stéréotype sur le métalleux. Le premier stéréotype, c'est celui du métalleux marginal. Presque toujours un mec, pas très bien intégré, avec un look qui est éloigné des standards de la mode, t-shirt de groupe, veste à patch, grosses chaussures en cuir ou improbable basket montante, avec une quantité variable de clous et de pics sur ses vêtements ou sur sa peau sous forme de piercing. Et donc finalement, ce métalleux, qui est pas assez cool pour avoir des amis normaux, entre guillemets, forme une petite communauté marginalisée avec ses semblables, et la communauté métal joue de ce stéréotype en l'accentuant et en le retournant un petit peu parfois. Alors typiquement, c'est par exemple Wayne's World, Wayne et Garth, les deux protagonistes, ils enregistrent leur émission dans leur cave et ils veulent y rester en fait, avec un look un peu improbable, des cheveux longs un peu paillasses, des casquettes sur la tête, des blousons sans manches, des blagues pas drôles, des sessions de headbang dans leur voiture qui laissent l'assistance complètement médusée. Typiquement le métalleux marginal, mais en forçant tellement le trait que ça fait rire tout le monde. C'est aussi les demandes de Tenacious D, qui sont en fait deux post-adolescents bedonnants et dégarnis de 35-40 ans, qui sont en coloc dans un espèce de meublé minable. C'est bientôt nous, ça, tu sais, il faut C'est pas bientôt trop nous, taper c'est dessus. bientôt J'ai quelques espoirs d'échapper à la coloc dans un meublé minable. Par contre, la calvitie, ça va être plus compliqué. C'est ça, qui jouent un peu dans la rue ou qui veulent jouer dans des cafés scène ouverte avec comme seul fan un livreur de pizza et finalement la maman d'un des deux qui finance la vie de tous les jours, puisqu'en fait ils ne gagnent rien avec leur musique, et donc c'est elle qui finance les pizzas, les bières et le cannabis qui leur permettent de survivre. Et puis enfin, ça serait aussi les héros donc de ces deux films plus récents dont j'ai parlé, Deathgasm, avec les deux personnages principaux, Zach et Brody, qui sont des ados un petit peu marginalisés dans leur lycée dans une petite ville de Nouvelle-Zélande. Et la bande-annonce commence comme ça. Alors j'ai traduit un petit peu à la volée de la bande-annonce anglaise. Mes potes et moi, on est des losers, donc on a décidé de monter un groupe.
Ils vont au lycée maquillés avec le corpse paint, hein, le maquillage noir et blanc typique du black metal, etc. Et ils sont un petit peu rejetés. C'est un peu la même chose dans Heavy Trip, le film finlandais, où les héros, notamment le chanteur du groupe, sont la risée du village d'éleveurs de rennes au fin fond de la Finlande où ils vivent à cause des cheveux longs et du maquillage. Donc ça, c'est le premier type de rire, finalement, renforcer le stéréotype sur le métalleux marginal. Le deuxième, finalement, c'est l'inverse. C'est le stéréotype du guitariste de métal, en particulier, ou du guitar héros en général, un espèce de sex symbole hyper viril qui déchaîne les foules avec des solos de guitare endiablés, et un cliché qui a d'ailleurs tout à voir avec la dimension sexuelle de la guitare comme objet, hein, le corps de la guitare, alors plutôt de la guitare acoustique, hein, mais qui est censé rappeler les courbes d'un corps de femme, et le manche, c'est phallique, hein, on est d'accord. C'est quoi le manche, du coup? J'arrive pas à saisir la symbolique. Ouais, c'est perdu. Le guitariste le serre en le brandissant à pleine main devant lui, hein, donc il y a sans doute quelque chose. Bon, et c'est un cliché qui est facile à tourner en ridicule. Donc c'est ce dont j'ai déjà parlé, le guitariste de Spinal Tap, avec sa collection de guitares qu'il est interdit de toucher absolument, son bouton de volume qui va jusqu'à 11 au lieu de 10, et en fait, il est tellement caricatural que à chaque fois qu'on va en répétition, on en croise plein, hein, quand on boit un coup, des comme ça, y compris nous-mêmes, finalement. Bon. À l'inverse, dans Tenacious D, l'image du guitar hero, elle est présente aussi, mais c'est celle d'un fantasme, en fait, des deux personnages principaux, un idéal qui est inaccessible sans recourir à la magie, au surnaturel, donc avec ce médiateur maudit, hein. Et donc, pour devenir ces guitar héros, les deux personnages principaux doivent réaliser leur quête pour devenir les égaux, hein, de Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Angus Young d'ACDC, qui auraient eux-mêmes utilisé ce médiator. Et en fait, dans les scènes où les héros s'imaginent ce que sera leur vie quand ils auront le Mediator, ils apparaissent comme ça, hyper virils, la tenue de cuir avec les poils qui sortent sur le torse. Kyle Gass joue même une guitare à deux manches en forme de jambe de femme écartée. Hein. Alors c'est d'un goût tout à fait subtil. Mais c'est ça aussi l'humour de métalleux. Hein. Mais c'est ça, et c'est en fait, c'est marrant parce que c'est en rupture avec justement leur image de loser un peu exclu du marché de la drague, qui tente à un moment de draguer une bande d'étudiantes et qui en fait les invite à un genre de dîner de cons, quoi. Enfin voilà, donc c'est ce stéréotype qui vise. Enfin, y a Wayne de Wayne's World qui est une sorte de guitare anti-héros, puisqu'en fait il joue de la guitare dans son émission, mais finalement il en joue que là, dans son émission, dans sa cave, pour jouer des gimmicks un petit peu, mais il a pas de groupe, il se produit pas sur scène, il rêve, il va baver régulièrement dans la boutique de guitare locale devant une Fender Stratocaster série L, qui est le Graal des collectionneurs de Fender des années 60, et à l'inverse, c'est Cassandra qui devient sa petite amie, qui est la véritable rockstar du film, qui est bassiste et chanteuse du groupe à la mode local, qui est courtisée par à peu près tous les hommes du film, et donc en fait on a une inversion un petit peu de la posture du guitar héros et de la groupie, qui est là, devient l'élément en fait d'humour de cette partie-là du film. Donc ça c'est le premier type de rire, en fait, les musiciens de métal et les stéréotypes qu'on peut avoir sur eux. Et puis un deuxième rire, c'est peut-être un peu plus un rire qui est associé au grand guignol de tout le décorum qui est associé au métal. Par exemple, hein, cette idée de satanisme, de rituels un petit peu bizarres, de liens avec la sorcellerie, tout ça. Alors dans la réalité, c'est un truc qui a existé, en plus on parlait tout à l'heure des groupes de la scène norvégienne, les membres de Mayhem, outre leurs incendies d'église, sont quand même connus pour avoir mangé le cerveau de l'un d'entre eux après son suicide pour s'approprier sa force dans un rituel tribal un peu bizarre. Hein. Okay. Voilà. Moi je veux un film sur ça. Oui, il y en a un, Lords of Chaos. Oui, il y a Lords of Chaos, ouais. Mais non, mais sur juste le moment du repas. Ah oui, d'accord. Juste 1h30 sur comment ils ont fait. Ok, mais il faut demander à Varg. Hein, il faut demander à Varg, il vit en Corrèze. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut vraiment lui demander est-ce qu'on veut vraiment parler à cet homme? Je sais pas. Je sais pas. Bon, alors, ce cliché du satanisme, etc., on le retrouve dans Tenacious D, et ce qui est assez drôle, c'est que le diable se retrouve être le dindon de la farce. Donc ce diable joué par Dave Grohl, d'ailleurs, hein.
Alors que tout le long du film, en fait, la quête de ce médiateur du destin, on se demande si c'est vrai ou si c'est une blague, s'ils cherchent pas juste un truc qu'ils ont vu et puis qui n'existe pas. Bah, il s'avère en fait que, attention spoiler, hein, c'est bien en fait une dent du diable ce médiator, et en le récupérant, le diable se libère, affronte les héros dans un duel de métal où il est censé être imbattable, hein, et il l'emporte, mais il est roulé dans la farine et renvoyé en enfer par les deux héros, qui, au passage, récupèrent une de ses cornes, qu'ils transforment, non plus en médiateur du destin, mais en banque du destin, pour consommer leur ration quotidienne de cannabis et être inspirés pour la suite de leur composition. Dans Deathgasm, c'est pareil, les deux ados gothiques qui réveillent l'apocalypse en jouant une vieille partition de musique satanique, qui sont trouvés dans une maison abandonnée, bah finalement... Alors, ils se retrouvent face à des zombies, des démons, etc. Mais en fait, ils en viennent à bout assez facilement, hein, puisque notamment une scène improbable où ils sont en train de combattre des zombies à coups donc de sextoy. Hein, donc voilà. Et en fait, enfin, il n'y a pas vraiment de difficulté à tuer les zombies, quoi. Et puis, enfin, dans Heavy Trip, c'est plus l'obsession pour la violence et la mort que le satanisme qui est le ressort du film. Et en fait, c'est poussé tellement loin que ça devient un ressort comique. C'est-à-dire que le batteur du groupe qui faisait des syncopes, qui donnait régulièrement l'impression qu'il était mort, finit par mourir vraiment. Les membres du groupe doivent partir jouer dans un festival en Norvège, et donc ils vont le déterrer, ils vont profaner sa tombe pour le déterrer, pour emmener son cercueil au festival, et faire slammer le cercueil sur la foule. Enfin, il y a ce côté où en fait, tout ce qui devrait être quelque chose d'assez horrible, bah en fait ça semble naturel et ça s'inscrit comme ça dans le côté drôle du film. On voit le cercueil qui est sur scène et qui commence à trembler contre un ampli, on voit qu'il va tomber, on se dit ils vont quand même pas faire slammer le cercueil. Et si, voilà. Il y a d'ailleurs un truc réaliste dans Heavy Trip, c'est que le batteur est de loin le personnage le plus con. C'est exactement comme dans la réalité. Toi t'as le droit de le dire. Et à l'inverse, finalement, alors que les personnages du groupe étaient soupçonnés d'être des délinquants dangereux, satanistes, tout ce que vous voulez par les villageois, bah en fait, c'est la police locale et les réservistes de l'armée norvégienne, bien nationalistes, etc., qui se rendent coupables de violences complètement irrationnelles, enfin, qui tabassent une bande de jeunes qui reviennent d'un enterrement de vie de garçon, et qui manquent de déclencher une guerre entre la Finlande et la Norvège, quoi. Et puis le dernier point, bah, c'est ce décorum du métalleux qui fait peur, et puis qui en fait est un gros nounours, mais qui fait peur quand même, mais on sait pas trop. Et en fait, c'est ce paradoxe entre l'image de gros dur des métalleux et leur réelle sensibilité, dont ils jouent parfois des fois aussi. Alors c'est le ressort principal de Pop Rédemption, dont vous notez que j'avais toujours pas parlé. Hein. Voilà. On attendait le retour de Julien Doré. En fait, les métalleux se révèlent crédibles en musiciens de pop, dévoilent leurs failles, se rendent compte que finalement le métal n'était peut-être qu'une phase et que désormais il faut devenir des adultes responsables. Voilà. Oui. Mais en fait, c'est bon. Voilà. D'une part, bah moi c'est une leçon que j'ai pas du tout envie de tirer d'un film. Je suis désolé. D'autre part, le film il est tellement français et tellement cliché que on s'attend à voir surgir Christian Clavier à toutes les scènes, et puis ensuite bon bah voilà, c'est pas possible. Enfin moi j'ai rigolé en le regardant, mais je suis pas d'accord. Ah, mais c'est quand même 100% vrai ça. Tous les gens qui font la pop internationale aujourd'hui, c'est des Suédois et des Norvégiens qui sortent de la scène métal depuis Britney Spears. C'est comme ça, tu peux pas tester, Yann. C'est la réalité ça. D'où est ça? Ouais, je sais bien. C'est la fameuse méthode suédoise. Tu commences par le métal, puis après tu fais Baby One More Time. Max Martin. Quand t'es vénère, tu fais du métal et après tu te calmes et puis tu fais Vincent Delerme. Oui, alors en sciences politiques, on appelle ça le mouvement Sinistrogir, hein, c'est ce qui fait qu'on commence de gauche et qu'on finit de droite. Nous, on est au milieu, là, pour l'instant. Voilà. Bon. Bon, alors, du coup, ce ressort, on le trouve dans d'autres films. Donc, je parlais tout à l'heure de Tenacious D, de cette recherche d'une image de méchant hyper viril qu'ils n'arrivent pas à avoir, nos deux héros, parce qu'en fait, ils se donnent cette image avec leur t-shirt de groupe de métal, avec les manches coupées, etc., mais donc Kyle Gass reçoit des messages de sa maman qui l'appelle ma citrouille, voilà, et qui lui envoie des chèques pour payer le loyer. En fait, Jack Black, lui, passe tout le film à se chercher un papa qu'il croit trouver pendant une séance d'hallucination sous champignons en la personne du Sasquatch, du Bigfoot. Et puis, finalement, cette image fantasmée qu'ils ont de la virilité qu'ils devraient avoir, ils la résument avec un truc assez ridicule, qu'est-ce qu'ils appellent le cock push-up, la pompe de bite dans la version française, qui est donc la capacité à faire des pompes avec son pénis. Voilà.
Et en fait, c'est ce qui les sauve dans la scène où il vole le Médiator du destin, puisque c'est en réussissant par la seule force de son esprit à provoquer une gigantesque érection que Jack Black réussit à éteindre avec son pénis le système d'alarme de la pièce où ils sont en train de voler le Médiator du destin. En fait, c'est tellement n'importe quoi qu'on se rend bien compte dans cette scène que l'idéal de virilité du métalleux, c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Robin ? Non, j'acquiesce. Non, tu processes l'information. Ouais. Et puis, toujours dans le même film, c'est pareil, dans leur duel avec le diable, en fait, ils perdent le duel musical contre le diable. Le diable est un meilleur musicien de métal qu'eux. Mais en fait, ce qui les sauve, c'est qu'au moment où le diable leur lance un éclair avec sa main, c'est l'écro mastiqué de la guitare beaucoup trop rutilante et ridicule de Jack Black qui les sauve, puisque la plaque de la guitare est un miroir et que ça renvoie l'éclair sur le diable, qui donc est renvoyé en enfer. Bon, et il y a vraiment ce côté où en fait on voit que c'est ridicule et en même temps c'est ça qui les sauve. Bon. Pour finir sur ce point-là, l'incarnation parfaite finalement et plus premier degré, c'est Deathgasm. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ce mème qui montre un métalleux entièrement maquillé en corpse paint avec des bracelets à pic de partout qui est en train de manger une glace sur un banc avec une jeune fille habillée en petite robe blanche à fleurs. Ça vient de ce film et en fait c'est vraiment la scène qui montre que Zach, le personnage principal, se donne cette image de gros dur, mais c'est parce qu'il est mal dans sa peau et en fait il est aussi quelqu'un de sensible, quelqu'un de gentil, et au moment où il libère les forces du mal, paradoxalement, le premier personnage qui trouve la force d'aller combattre les zombies, etc., qui se révèle finalement le tueur de zombies le plus badass, c'est en fait la tueuse de zombies la plus badass, c'est la petite amie blonde avec la robe à fleurs, dont tout le monde pense qu'elle va être... et en fait ça se passe très bien. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces comédies ? De quoi on rit et pourquoi ? En fait, c'est des comédies qui cassent les stéréotypes à usage à la fois externe et surtout à usage interne. Et c'est des comédies qui sont assez progressistes, finalement. À usage externe, dans un monde où les clichés sur le métal prospèrent, ces comédies, elles proposent une rupture avec l'image de marginaux sataniques et dépressifs. Comme les routiers, les métalleux sont sympas. Ok, et voilà, et donc si votre enfant écoute du métal, vous inquiétez pas, finalement il va pas sacrifier le chat pour invoquer Satan, ou en tout cas pas obligatoirement. Voilà. Et puis à usage interne, c'est des comédies qui quand même montrent les limites de ce modèle un peu viriliste du métalleux qui souvent confine au ridicule déjà dans la réalité, et ça pousse le public métalleux en s'identifiant aux héros à accepter d'une part que cette posture est ridicule et d'autre part leurs éventuelles fragilités, et à sortir de cet imaginaire sexiste dont on voit en fait l'ineptie et les limites. Et ça c'est plutôt le côté positif de ces comédies métal. Et ça a l'air de marcher en plus. Vous témoignez les gars. Moi je suis pas du tout un métalleux, vous avez compris mais Raph est resté très viriliste mais je suis hyper problématique. Peut-être parce qu'il a pas vu les films en fait. Justement, sur ton conseil, je l'ai vu Heavy Trip et du coup, moi j'ai trouvé ça vachement cool en fait. Et c'est vrai qu'il y a un moment où tu sens qu'il pourrait aller vers des trucs très clichés parce que mine de rien, c'est quasiment que des personnages masculins, il y a un truc hyper dans la compète et tout ça. Et en fait, le film te fait avoir des clichés toi-même et après, il te montre que ça en était. Par exemple, quand il y a le personnage noir qui arrive ou sur 2-3 trucs un peu sexistes, où tu te rends compte qu'en fait, il joue avec tes attentes et finalement, il retombe sur un truc safe, je trouve. Alors, à peu près safe. Ça m'a fait le même effet. Les 10 premières minutes, je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais le regarder en entier ? Et puis en fait, le film est plutôt sympa, quoi. Ça marche bien. Si je peux juste amener un avis légèrement contraire, c'est que je vois le côté, ce type de film qui se moque un peu de leurs clichés, sauf que ça reste franchement entre couilles, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, ça a ses limites dans le progressisme. C'est un petit côté, on se réconforte entre mecs quand même. Donc pas trop loin non plus. Il y a vraiment que des gars et c'est un film clairement pas au niveau de l'invisibilisation des femmes, il est très problématique. Moi, je trouve que c'est moins le cas de Wayne's World par exemple, qui quand même il y a vraiment cette inversion de posture du guitar hero du frontman qui du coup est une frontwoman qui surtout c'est un film qui date du début des années 90.
je trouve que c'est pas mal senti. Après, voilà, oui, bah Tenacious D, il y a pas de femmes dans le film en fait. Hein. Ça n'existe pas les femmes de Tenacious D. Ça n'existe pas vraiment non plus en effet dans Heavy Trip, et ça existe encore moins d'ailleurs dans Pop Redemption, où finalement leur seul rôle c'est de venir dire aux mecs bon bah maintenant vous avez des gosses, donc il faut venir aider à vous en occuper et arrêter avec votre truc d'enfant là. Cette image un petit peu de la mégère méchante là, voilà. Sauf qu'à la fin, quand même, elles leur disent non, mais vous avez le droit de vous épanouir et vous pouvez exister par vous-même. Mais enfin bon, moi je trouve que ce film c'est une catastrophe. Mégère et soumise finalement, quoi. C'est ça, ouais, voilà, quand Incroyable. même. Ouais. Mais quand même, enfin, par rapport à ce qu'on voit dans la scène métal tous les jours, il y a quand même déjà quelque chose qui est pas mal, quoi. T'es à moitié convaincu, Léo. Non, bah après, je connais pas assez la scène métal pour me prononcer. J'imagine que oui, effectivement, le fait déjà que de se moquer des clichés pour montrer la compréhension qu'ils existent, c'est déjà pas mal. Mais bon, de là à dire que les films sont progressistes, il y a quand même une petite marche. Ouais, je m'étais noté ça aussi, parce que c'est sûr que... Est-ce qu'ils existent, en fait, les films... des films qui iraient plus loin, rock et féminisme, disons-le comme ça, quoi. Parce que là, on en a quand même brossé pas mal, du côté des nanars, du côté de la vraie horreur qui fait peur, du côté de la comédie. Puis ouais, la conclusion, c'est que c'est que des films de gars, des musiques de gars, des groupes de gars, des héros. Ouais. Je suis d'accord, c'est la grosse limite de ce genre. Hein. Ça se trouve quelque part, ou est-ce que c'est juste là, nous, qui rêvons d'un truc qui n'existe pas et que ça fait chier que ça n'existe pas? Il y a quand même quelques films avec des groupes féminins comme We Summon the Darkness, où là elles vont invoquer des démons, mais ça reste quand même très limité. Enfin, c'est un genre qui représente que des hommes. Les femmes sont souvent là, par exemple dans Bill et Ted, pour être les groupies. Elles ont pas du tout d'écriture, et c'est vrai qu'en termes de représentation, c'est quand même assez limite. Mais ça reflète un petit peu la réalité des musiciennes sur la scène métal aussi, qui ont qui soit n'ont pas le droit d'exister, soit n'ont le droit d'exister que hyper sexualisés, avec des soirées à thème métal et filles, où en fait des gros beaux vont venir se rincer l'œil. Enfin voilà, c'est une réalité. Et quand il y a eu la polémique sur les violences sexistes et sexuelles sur la scène métal l'année dernière en France, enfin. Clairement, les métallos sont pas réceptifs du tout. Enfin, quand il y a des accusations de viol au Hellfest en 2018, le Hellfest botte en touche et accuse la fille d'avoir menti, etc. Et tout le monde trouve ça normal et dit bah non mais il y a pas de preuve. Alors pourquoi elle dit ça? Enfin, voilà, c'est quand même une scène où clairement il y a du boulot à faire, quoi. Et justement, on pourrait imaginer que de la même manière que les films vont plus loin que les métalleux sur le côté on se moque de nos clichés, ils pourraient aussi aller plus loin que les vrais métalleux sur mettre des femmes, mettre des personnages un peu qui sortent cet archétype-là. Et c'est vrai que je trouve que ça ferait du bien, parce qu'en fait, c'est vrai que, comme tu disais, il y en a une par génération, mais en fait, ces comédies, quand elles sortent, on les a déjà vues 1000 fois. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aussi, tu as résumé 30 ans de cinéma avec 3 films. Donc, même s'ils sont très représentatifs, c'est sûr qu'il y a aussi autre chose. Mais... Il y a un film que j'ai pas réussi à trouver, en fait, et que ça fait longtemps que je cherche, mais je suis pas très doué pour me procurer des films en même temps. Alors, si, il doit être j'ai vu là, cette semaine qu'il était sur des plateformes en VOD, donc en fait, je pourrais le trouver, mais... voilà, c'est un film islandais qui s'appelle Metalhead, et qui raconte l'itinéraire d'une fille qui joue et qui écoute du black metal en Islande après le suicide de son frère. Voilà, enfin, je sais, voilà, qui a l'air d'être très bien d'après les extraits que j'en ai vus. Qui est plus, du coup, c'est plutôt drame que comédie là pour le coup, mais qui serait un exemple de représentation de filles dans le métal. Qui a vraiment, c'est le cliché du black metal, qui a un one woman band parce que le black metal un peu des origines, c'était des mecs qui jouaient tout seuls en ayant une boîte à rythme et puis en jouant tous les instruments à cordes eux-mêmes, et donc qui fait la même chose. Et donc je sais pas exactement ce que ça vaut, mais c'est peut-être une piste de film qui montrerait un peu plus de filles dans le métal, quoi.
Excellent. Il va falloir payer tes films, Yann, à partir de maintenant pour pouvoir les voir aussi. Je paye des plateformes où sont certains films en accès. Tu vois. C'est bien qu'on ait effectivement, on s'est posé la question de la comédie, puis des limites aussi, des grosses ficelles, notamment virilistes de la comédie qui allaient avec le métal. On va terminer. On l'avait annoncé de toute façon, on l'avait la grande chronique féminine et féministe. Elle arrive, elle est là. C'est Léo, puisque on va parler compositrice et cinéma de genre. C'est génial parce que du coup, on termine la chronique d'avant sur un débat sur la place des femmes dans les films de métal et horreur. Donc comme ça, tremplin parfait. C'est bon. Parfait. Sauf que je vais pas forcément tellement parler de... Enfin, moi, je vais partir du métal et partir sur un peu autre chose. Bon, déjà, on va commencer. Alors, si je vous demande, citez-moi des personnes ayant composé des bandes originales, il est probable que vous me répondiez John Williams, Ennio Morricone, Clint Mansell ou Danny Elfman. Et plein d'autres. Oui. Alors, c'est quoi leur point commun que ces quatre-là. À toutes ces personnes? The Big Four. Alors, effectivement, je vous vois venir. Ils sont talentueux, mais c'est pas tellement là où je veux en venir. Donc, qu'est-ce qui est gros comme un camion dans cette liste? C'est que ce sont des hommes avec un petit H. Donc, encore un aspect du cinéma avec un gros problème d'égalité. Pour changer. Alors, il n'existe que peu de chiffres précis sur la place des compositrices dans le cinéma, mais donc ceux que j'ai, je vais quand même vous les citer. Donc le CNC estime à moins de 10% les aides demandées par des compositrices. C'est pas beaucoup. Les femmes représentent seulement 17% des membres de la SACEM. C'est un petit peu plus, mais c'est pas beaucoup. Et enfin, environ 6% des bandes originales seraient composées par des femmes. Donc c'est impossible d'avoir un chiffre très précis parce qu'on peut pas compter tous les films et les pourcentages. Donc en plus, c'est vraiment que les gros films. Donc j'imagine que ça doit être un petit peu plus parce qu'il y a plein de films plus indépendants avec des petits budgets qui du coup doivent avoir plus facilement des femmes compositrices, mais ça reste vraiment très très peu. Alors, partant de ce constat, et souhaitant être le plus positif possible malgré la situation, j'ai souhaité, pour ma chronique, faire des portraits de femmes compositrices. Parce que oui, elles sont peu, mais elles existent, donc autant en parler. Lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un tout petit peu plus de femmes compositrices dans le film de genre que dans les films à gros budget, les films plus grand public. Donc avec de gros guillemets, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça fait sens. Parce que si on dit film de genre, on dit petit budget. Si on dit petit budget, on dit travail de femme. Évidemment. Parce qu'on va pas non plus être bien payé. Enfin, faut pas déconner. On peut peut-être le retourner aussi. Ça veut dire des gens qui pensent la marginalité aussi, y compris dans l'industrie du cinéma. Oui, c'est ça, exactement. Donc comme je disais, je vais un petit peu m'éloigner du rock'n'roll. De toute façon, on a assez peu parlé du rock'n'roll en tant que tel. Je trouve qu'on s'est beaucoup posé sur le métal, mais ce qui est très intéressant aussi. Mais bon, en même temps, être une femme dans un milieu d'hommes, c'est déjà assez rock'n'roll comme ça, donc quelque part, je suis dans le sujet. Le twist. Voilà. Comment justifier de pas être dans la thématique, mais l'être quand même un petit peu. Donc je vais commencer par 3 pionnières de la musique électronique qui ont un petit peu instauré cette musique électronique dans les films d'horreur et qui sont maintenant devenues très classiques. On en parlait, on a discuté de manière informelle sur le fait tout ce qui est un petit peu synthétiseur dans les films d'horreur, c'est devenu très classique, mais il y a quand même eu un début assez intéressant. Pour continuer avec des portraits de compositrices un petit peu plus succincts et plus récents et de leur rapport à certains films. Enfin, je vais un petit peu faire 3 portraits de musiciennes avec des films qui m'ont plu à moi, plus récents. Donc, alors j'aimerais commencer par Daphné Oram. Déjà, à lever de main, qui connaît Daphné Oram ici? Non, bien ce qui me semble. Voilà. Personne. Donc c'est une compositrice anglaise qui est née en 1925. Elle commence à travailler sur le son vraiment très très jeune. Elle est embauchée à 17 ans à la BBC. Elle se sert alors sur son temps libre du matériel à disposition à la BBC pour travailler sur le son. Donc elle enregistre des tas de trucs qu'elle fait jouer très très vite, qu'elle met à l'envers pour voir un petit peu ce que ça fait, ce que ça donne en termes de sonorité. Dans les années 50, elle voyage en France, donc un voyage professionnel, et elle assiste à un congrès sur la musique concrète. Donc la musique concrète, grosso modo, c'est des sons enregistrés venant parfois d'objets très communs, ça peut être genre des machines à laver par exemple, et l'idée c'est de les retravailler pour faire de la musique avec. Quand elle revient en Angleterre, elle demande à la BBC à avoir les moyens de créer de la musique électronique pour pouvoir créer des formats sur donc les formats audiovisuels ou radiophoniques de la BBC. On lui accorde un petit budget
pour lancer le Radiophonic Workshop, donc qui grosso modo s'occupera de composer de la musique électronique et de les mettre sur les fictions de la BBC. Donc entre autres, elle a pu travailler sur Quatermass and Pete and the Goon Show. Donc alors, elle considère pas cela suffisant. Elle trouve qu'elle a pas assez de budget et décide de quitter la BBC. Donc elle crée peu de temps après l'Euramix Studio. Et l'Euramix, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc très rigolo. C'est une drôle d'énorme machine qui permet de créer, d'enregistrer de la musique électronique. Alors par contre, c'est monophonique, donc il y a qu'un seul son à partir d'un dessin. Donc en fait, elle crée une ligne qui est plus ou moins grosse, qui fait plus ou moins des virgules, des vagues, etc. Et en fonction de ce qu'elle a dessiné, ça te fait de la musique. Et moi, je trouve ça génial. Ça a l'air assez ouf. Mais du coup, vous me demanderez quel est le lien avec le cinéma de genre. Eh bien, j'y arrive. Alors, elle a travaillé sur quelques films grâce à cette technique. Et alors, par contre, elle a jamais été créditée. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. C'est tout nouveau, c'est une femme, on sait pas si ça rentre dans les cases, donc on va pas la créditer en plus. Alors, on peut citer en premier dans les vraiment gros films Dr. No et Goldfinger. Ah, quand même. C'est pas rien, mais elle est pas créditée. Et mais ce qui va m'intéresser plus dans ce cas-là, c'est Les Innocents de Jack Layton, qui est peut-être l'un des meilleurs films de fantômes de tous les temps, voire l'un des meilleurs films tout court, qui est absolument génial à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est vrai que c'est très cool. Ah ouais, il est vraiment bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait sur Les Innocents ? Eh bien, elle s'occupe de tout ce qui pourrait être appelé aujourd'hui sound design. Elle crée un petit peu des sortes de musique très organique avec le souffle, le vent, enfin quelque chose qui donne l'impression d'être vraiment en immersion avec le personnage principal, d'être dans sa tête et de ressentir ce qu'elle ressent. Et je trouve que c'est une partie très réussie du film. Bon, je crois pas qu'il y ait de partie ratée dans ce film, mais c'est très réussi. et du coup, ça donne ce côté vraiment très organique et effrayant dans le film qui fonctionne très très bien. Et pour bien se rendre compte, c'est quand même 15 ans avant Star Wars, quoi. Donc le sound design, ça a pas non plus l'aura qu'il y aura par la suite. C'est assez ouf d'avoir travaillé comme ça spécifiquement sur cet aspect-là du film, quoi. Oui, c'est vraiment très nouveau et je pense que je suis un peu de mauvaise foi quand je dis qu'elle a pas été créditée, mais je pense que c'est un petit peu pour ça. On savait pas très bien comment le considérer, donc elle a pas été créditée, quoi. Mais du coup, effectivement, c'est quelque chose qui va beaucoup inspirer la deuxième compositrice dont je vais parler, qui est Delia Derbyshire. Alors, elle a une carrière un petit peu similaire, enfin, il y a des similitudes avec Daphne Oram. Alors, si je vous dis série britannique de SF de 39 saisons, de 877 épisodes, qui est devenue un symbole national de la Grande-Bretagne, vous me dites... Est-ce qu'il faut trouver un mash-up avec un nom de groupe de rock encore? Il n'y a pas de mash-up, mais c'est facile. Doctor The Who, du coup. Mais évidemment, évidemment. Et donc, Delia Derbyshire est la co-compositrice du générique de Doctor Who, ce qui n'est pas rien, parce que c'est quand même culte, c'est génial, c'est pionnier, c'est avant-gardiste, enfin, c'est tout ce que vous voulez. Puis ça marche encore aujourd'hui, quoi. Et oui, enfin, il a pas trop changé, il a été un petit peu remodifié sur les nouvelles saisons, mais grosso modo, c'est le même. Ouais. Outre le générique de Doctor Who, qu'a-t-elle fait d'autre et comment en est-elle venue à co-composer le générique de Doctor Who? Donc, Delia Derbyshire, née en 1937 en Angleterre, d'une famille plutôt populaire, plutôt working class. Elle est brillante en cours et du coup arrive à être acceptée à Cambridge et à Oxford. Alors c'est déjà très bien, même actuellement, mais si on considère que dans les années 50, seulement un étudiant sur 10 était une étudiante, c'est franchement bien. Donc à la sortie de l'université, elle contacte Decca Records pour un poste, mais le label lui dit, en fait, on n'embauche pas de femmes, donc tant pis, allez-vous-en. Elle trouve quand même une position à l'ONU où elle fait des jobs de prof de piano, de prof de mathématiques, jusqu'à finalement arriver, donc comme Daphne Oram, en 1960 à la BBC en tant qu'assistante. On la trouve tout de suite très talentueuse et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'elle entend parler du coup du Radiophonic Workshop, donc le fameux qui a été créé par Daphne Oram. Elle est très intéressée et elle décide que c'est là qu'elle veut travailler. Elle demande à sa direction d'y travailler, qui la regarde en disant mais pourquoi tu veux aller là-bas, parce que il y a assez peu de budget et c'était assez mal considéré comme service. Mais du coup, elle y va quand même, elle y reste 11 ans et c'est donc là qu'elle crée le fameux générique de Doctor Who. Alors qui est co-créé en réalité avec Ron Greiner, qui est aussi le compositeur du générique de la série Le Prisonnier, pour ceux qui connaissent, c'est vachement bien. Quand il entend sa composition remasterisée, enfin retravaillée par Delia Derbyshire, il se dit c'est
tellement génial, il faut absolument que tu sois crédité avec moi, sauf que la BBC lui dit bah non, en fait, on décide de ne pas créditer ceux qui viennent du workshop, donc elle reste anonyme. Et petit fait assez rigolo avec des gros guillemets, ce n'est qu'en 2013 qu'elle est enfin créditée comme compositrice. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle est... Enfin, maintenant, elle l'est, mais je savais pas de quand ça datait, quoi. Ouais, bah, pour l'épisode tard. spécial des 50 ans The Day of the Doctor, pas avant. Donc, Putain, ouais. Ah ouais. il y a à peine 10 ans, quoi. Ce qui est quand même petit peu choquant. En 1973, elle décide de quitter la BBC. Elle rejoint l'Electrophone Studio où elle compose la bande son du film The Legend of Hell House, La Maison des Damnés en français. Donc film d'horreur adapté d'une nouvelle de Matheson qui est également scénariste sur le projet. Alors le film est pas incroyable, on y suit 3 chercheurs qui sont envoyés dans une maison qui est hantée pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'elle soit hantée et un petit peu comprendre ce qui se passe après la mort. Mais le travail sur le son est assez fou. Pour le coup, là, on comprend que le sound design, et c'était vraiment un peu passé à autre chose, que c'était peut-être plus dans les habitudes, et c'est bien plus mis en valeur et fait de manière plus évidente avec la musique. Et c'est assez efficace et assez intéressant à regarder. Je le conseillerais pas autant que Les Innocents, mais allez-y, il est sympa. On n'a pas peur de conseiller des trucs à moitié aujourd'hui. C'est bien, on fait le tri aussi. Les Innocents en premier, après La Maison des Damnés. Donc je vais terminer ces petits portraits de trio de pionnières, en traversant l'Atlantique et donc en parlant de Wendy Carlos. Donc Wendy Carlos, elle est née Walter Carlos, donc c'est bien une femme transgenre. Donc en 1939, elle aussi, elle naît dans une famille assez populaire, d'une mère qui apprécie plutôt la musique et le piano. Donc elle est elle-même très brillante à l'école et va à Brown où elle sort diplômée en musique et en physique. Alors ensuite elle va à Columbia où elle rencontre Leonard Bernstein, donc premier pied mis dans le monde du cinéma. C'est aussi là qu'elle rencontre 2 pionniers de la musique électronique et elle commence à travailler dans le Columbia Princeton Electronic Music Center, qui est donc le premier centre musical aux États-Unis à travailler sur la musique électronique. Pour revenir un petit peu sur sa vie plus personnelle, c'est très jeune que Wendy se rend compte de sa dysphorie de genre et dès l'enfance. Et c'est quand même relativement tôt, donc en 1968, où elle commence à prendre des hormones pour correspondre à ce qu'elle est réellement. Et c'est par contre 1978 qu'elle l'annonce publiquement. Donc une grande partie de sa carrière, par contre, a été faite en tant qu'homme, sans forcément dire qu'elle était femme au début. Alors, Wendy Carlos est donc surtout connue pour son travail avec Stanley Kubrick. Elle a notamment travaillé avec lui sur Orange Mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wendy Carlos avait déjà travaillé sur des morceaux de Bach joués avec des synthétiseurs. Elle avait déjà lu le roman et avait déjà en fait travaillé de son côté sur le roman en adaptant des morceaux de Beethoven avec des synthétiseurs. Et quand elle entend parler du projet de Kubrick, elle décide d'envoyer une démo, d'envoyer ce qu'elle avait déjà fait, et Kubrick est forcément intéressé parce que ça correspond tout à fait à ce qu'il a envie de montrer dans son film, quelque chose d'assez avant-gardiste, mais tout en gardant la pureté de la musique classique. Donc ça fonctionne très bien. La bande son d'ailleurs a été très bien vendue après le film. Alors j'ai plus les chiffres, mais l'album c'est vraiment beaucoup été acheté. Ensuite, il décide de retravailler avec elle sur The Shining, sauf que finalement, ce qu'elle lui propose ne lui plaît pas tant que ça, ce qui fait que, en fait, sur The Shining, il y a que 2 morceaux qui sont crédités de Wendy Carlos, donc la reprise de Dies Irae et Rocking Mountains. Pour terminer un petit peu sur Wendy Carlos, elle a également fait la composition de Tron, qui est sympathique, mais là, on s'éloigne tout à fait et du rock et un petit peu de la musique électronique, mais je trouvais ça sympa à citer. Autre film d'ailleurs avec un paradoxe, on voudrait de la grosse techno et il y en a pas quoi. Oui, c'est vrai, la compo correspond pas vraiment à ce qu'on attend. Ouais, c'est de la musique de film assez classique, Tron, alors que franchement ils ont raté une bonne occasion de faire une VO adaptée quoi. Vu le travail sur l'image et la folie visuelle, ça aurait été tellement bien. Ouais. Voilà. Donc j'ai terminé un petit peu ma présentation de trio de pionnières. Et je vais continuer avec du coup des musiciennes et des projets qui me plaisent bien et beaucoup plus en lien avec le cinéma et le rock. Donc j'aimerais commencer par un film que je trouve sympathique et qui est un véritable hommage au sound design,
à savoir Berberian Sound Studio de Peter Strickland. Moi j'adore ce film, moi je le mets dans mes cours, j'ai beaucoup d'extraits de ce film dans mes cours sur le son parce que c'est un film très méta, mais je vais te laisser en parler. Alors du coup déjà la bande son a été faite par le groupe Broadcast, donc qui est un groupe anglais d'indie-tronica, donc un mélange de rock et d'électro, qui est composé de Trish Keenan et de James Cargill. Donc, qu'est-ce que c'est Berberian Sound Studio ? Donc, c'est un film qui est sorti en 2012, alors, on suit un ingénieur du son anglais qui est envoyé dans un studio italien pour travailler sur un film dont il ne sait finalement pas grand-chose, où il doit s'occuper du coup du sound design. L'intérêt de ce film, c'est que en fait, on ne voit jamais le film dont il est question. Quand on voit les personnages qui enregistrent le sound design, on les voit eux, et l'écran est toujours hors champ. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, outre le sound design, c'est qu'il y a un véritable hommage au giallo, avec une musique qui ressemble assez à ce qui a été fait par les Gobelins, et d'ailleurs, avec, dans le film, un moment, un gobelin, qu'on voit faire ces bruits de gobelins. Je ne le ferai pas. Je suis un peu déçue. Mais vas-y, si tu veux, fais-le. Du coup, de toute façon, Strickland ne le cache pas, parce que l'un de ses derniers films, c'était In Fabric, et qui était un véritable hommage au giallo, et déjà dans Berberian Sound Studio, on le voit. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est assez joli, je trouve, dans ce film, et par rapport à la bande-son, c'est qu'en fait, au moment de la composition de tout ce qui est sound design et de la musique, il y a Trish Keenan qui meurt. Donc, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet. Sauf que pour travailler dessus, donc James Cargill, le deuxième du duo, a vraiment essayé de récupérer le plus d'archives qu'elle ait pu faire pour qu'elle soit le plus présente dans le projet tout de même. Et je trouve ça assez joli et je trouve que ça se sent un petit peu. C'est un peu à l'image du film, c'est tragique de le dire comme ça, mais ce film qu'on voit jamais avec aussi des archives de la musicienne qui est plus là non plus. Bon, il y a un truc un peu... Oui, il y a un espèce de truc fantomatique qui plane dessus et c'est une véritable ambiance à aller voir. Et pour le coup, alors ce film, il faut aller le voir. Il est vraiment très bien. Je vais enchaîner du coup avec la deuxième musicienne, Mica Levi, et le film Under the Skin, qui est pareil, peut-être l'un de mes films préférés. Alors, Mica Levi est une artiste anglaise. Elle est chanteuse et compositrice, et elle compose très tôt. Elle est elle aussi très douée. Elle compose ses premières chansons dès l'âge de 4 ans. Le point commun entre toutes ces femmes, c'est que quand même, il faut être bien méritocrate, quoi. Faut commencer tôt, faut être brillante et c'est vrai. Il y a un côté et si t'es anglaise, c'est un petit peu mieux. Oui, voilà, c'est ça. Faut être anglaise et bonne à l'école. Alors, elle a un groupe qui s'appelle Mikachu and the Shapes, qui est un petit peu de la musique mi-électro, mi-rock également. Mais ce pourquoi elle est vraiment connue, c'est pour avoir composé la bande originale du film Under the Skin, film de Jonathan Glazer sorti en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est Under the Skin ? Donc, on suit une extraterrestre qui est envoyée sur Terre et qui prend la forme d'une femme, donc Scarlett Johansson, et qui est partie sur Terre pour récupérer, en séduisant des hommes, et les envoyer à ses autres petits copains extraterrestres. C'est très expérimental, donc c'est un mélange d'images un peu clip, très léché, c'est un mélange d'images plus documentaire, et ça fonctionne très bien, et Scarlett Johansson est vraiment géniale dessus. Mélène ne dit pas le contraire. Tu me vois depuis tout à l'heure me contenir, hein. Tu vois que je dis rien, je hausse les sourcils. Mais si le film fonctionne aussi bien, c'est aussi grâce à la bande-son de Mica Levi, très planante, qui est au plus proche de ce qui se passe dans le film, qui a des petits moments dissonants, et d'ailleurs qui a été nommée pour un BAFTA en 2015, rien que pour ça. Alors, Mica Levi a pas forcément encore recomposé de musique de film, mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ce qu'elle fait parce que c'est un univers très particulier qui correspond au côté très science-fiction du film et avec un côté très expérimental qui moi me plaît vraiment beaucoup. Alors je vais enchaîner avec peut-être une de mes artistes musicales préférées, donc à savoir Saint-Vincent, enfin Saint Vincent. Elle est américaine, qui est donc de son vrai nom Annie Clark. Alors, Saint-Vincent a jamais composé de musique de film, mais je trouve qu'elle a des liens très évidents avec le cinéma. Déjà, très simplement, parce qu'elle a réalisé un film d'horreur. Alors, c'est un court-métrage qui est dans l'anthologie XX, qui est, je crois, toujours disponible sur Netflix, qui est une anthologie de 5 courts-métrages, tous réalisés par des femmes. Alors, le sien s'appelle Birthday Party.
On y voit une femme qui est vraiment au bord de la crise de nerfs, ça va pas du tout, en plein milieu d'une fête d'anniversaire d'enfant. C'est avec l'actrice Melanie Lynskey qui est dans Yellow Jackets et qui est vraiment une actrice absolument géniale. Je vous le conseille. D'ailleurs, si vous pouvez réussir à trouver le clip, il est vraiment très beau. Et en général, elle le passe à ses concerts pendant que les gens attendent. C'est un petit peu sympa, un petit peu rigolo. C'est pas con. Oui, non, c'est pas con. C'est pas con, on est d'accord. À côté de ça, elle a été aussi l'actrice et le centre du projet The Nowhere Inn, qui est un documentaire centré sur sa vraie fausse vie. Alors, elle se met en scène, mais on comprend que c'est totalement écrit, que c'est pas vraiment elle. Et c'est plus une espèce de critique de la starification avec un regard vraiment très amusé sur les dérives de celle-ci. Mais ce pourquoi j'ai vraiment très envie de terminer par Saint-Vincent Annie Clark, c'est parce qu'en fait, avant le Covid, un projet avait été annoncé. Elle devait réaliser son premier long métrage, qui était l'adaptation au féminin du portrait de Dorian Gray. Et je trouvais l'idée absolument géniale. Et depuis quelque temps, on ne sait pas où en est le projet. Il est au point mort et ça ne va pas du tout. Alors je pense que si on en parle un petit peu tous les jours, à un moment, ça va revenir sur les rails et que ce film va enfin voir le jour parce que je pense qu'on en a besoin. Alors pour terminer cette petite chronique, je voulais juste faire un petit point sur les derniers films réalisés par des femmes et qui sont sortis au cinéma, dans lequel il y a de plus en plus de compositrices. Là, je pense à Censor, je pense à The Lure, je pense à MFA, enfin il y en a tout un tas où finalement on voit que il y a de plus en plus de compositrices qui sont bookées sur des films et ça fait plaisir. Réalisatrice femme, compositrice femme, et du coup mettez plus de réalisatrices femmes et il y aura plus de compositrices femmes et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. On va rester là-dessus. Plus ton exhortation à déterrer le projet sur Dorian Gray. Ouais, non mais c'était vraiment super cool. Évidemment, il y a plein de noms qu'on a découverts. C'était aussi le but pour toi, mais c'est un peu flippant cette accumulation de strates de marginalisation dans les portraits que tu as fait. Raph, tout à l'heure, tu blaguais, bon, il faut être un peu bien né. Ouais, parce que si t'as pas ça, là, c'est vraiment que tu passes à la trappe. Tu passes pas le filtre de il faut réussir à trouver les bons contacts, arriver à la BBC en galérant, utiliser les machines de la BBC la nuit parce que tu fais des trucs trop expérimentaux, donc ça marche pas être crédité pour les trucs que tu fais. Ça fait beaucoup quand même. Elles ont eu du courage. Ouais. C'est clair. Imagine le nombre qui abandonnent avant, quoi, d'en arriver là. C'est ça. Et c'est ce que tu disais. Il faut donc soit être bien né, soit réussir à rentrer dans les bonnes universités, parce que de toute façon, sinon, tu feras pas les bons contacts et c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Ouais. Donc, moralité pour les femmes qui nous écoutent, hein, si vous êtes pas brillante, arrêtez. Ça ne sert à rien. Non, je rigole. Comment désespérer les gens. Mais plus de réalisatrices, plus de compositrices. Notre exemple habituel, Julia Ducournau, dont on parle beaucoup, c'est pas bon. Hein. Elle coche pas la bonne case. Non, mais heureusement, il y a plein de réalisatrices qui bossent avec des hommes. C'est bon, on la cancel. À force de dire que des trucs cool sur Julia Ducournau, maintenant. On n'a pas le droit de canceller Julia, c'est interdit. Surtout que le travail du sound design dans son dernier film Titane, il est quand même assez incroyable. C'est vrai. Je pense à la scène du nez sur l'évier où en fait t'as beau fermer les yeux, tu la vois avec le travail du son. Moi je l'entends encore le nez. Ah moi c'était horrible, j'étais en PLS, horrible. On a déjà fait dans le podcast un mois sans réalisateur. On pourrait faire un mois sans compositeur ou un mois sans musicien. Je pense que là ce serait une bonne occasion de découvrir du monde. Ouais, pas évident en tout cas. Bon, on commencera avec tous les conseils que tu nous as donnés, Léo. Merci beaucoup. C'est vraiment cool et plein de bonnes découvertes. On va terminer l'émission comme d'habitude avec des conseils de tout le monde à propos de tout ce qu'on a évoqué dans l'émission et des films qu'on n'aurait pas encore eu le temps de citer. Qui veut commencer ? Léo, je te laisse la parole. C'est parti. Alors moi, un des aspects qui mélange rock et film d'horreur dont on n'a pas tellement parlé, qui est sympa, c'est en fait quand il y a une icône du rock qui joue un rôle dans un film. Oui. Et je trouve qu'il y en a quand même pas mal dans les films d'horreur. Et là, j'en pense à deux qui me plaisent beaucoup. Donc déjà, Les Prédateurs de Tony Scott. Comment ne pas le citer ? Un trio de gens très beaux, très glamour, qui sont des vampires 80s avec toute cette ambiance où on commence un petit peu
quand même un peu, même de manière détournée, à évoquer le sida. Enfin, je trouve que c'est un film qui me touche beaucoup, en plus d'être un très bel objet esthétique. Et en deuxième, je pense à Vidéodrome de Cronenberg, avec la participation de Debbie Harry, tout de même, qui est, je trouve, une petite pépite de body horror, d'intelligence et de mise en scène. Excellent, on garde ça. Là encore, ça c'est dans le bingo sans avenir Cronenberg, donc avec plaisir. Yann, tu déconseilles ? Alors moi j'étais en train de chercher le nom du film dont je voulais vous parler parce qu'en fait parce que quand Raph m'a proposé de venir parler, il m'a dit ouais t'es spécialiste de films de films un peu nuls avec des chanteurs avec des guitaristes qui jouent dans les films et tout et je cherchais le nom mais du coup je vais vous conseiller celui-là qui est pas du tout ni un film d'horreur ni une comédie et qui est pas du tout forcément un bon film non plus mais que ouais, c'est bien ça. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a un de mes guitaristes préférés qui joue dedans. Donc c'est Rockstar, qui est un film de 2001 avec Mark Wahlberg. Je cherche le nom du réalisateur, Stephen Herek. Voilà, que je connais pas. Donc qui raconte l'histoire d'un fan d'un groupe de hard rock, vous savez, hard rock période permanente et spandex là, voilà, qui s'appelle Steel Dragon, je crois, un truc comme ça, le groupe. Et donc le guitariste du groupe est joué par Zakk Wylde, qui était le guitariste de The Osbourne à la fin des années 80. Et donc voilà, bon, le chanteur du groupe de reprise finit par jouer dans le vrai groupe en fait, et c'est une espèce de comédie sentimentale un peu nulle en fait, mais on retrouve tous les clichés du métal sans que ce soit fait pour être une comédie, et moi j'aime bien ça. Et sinon, un autre conseil, mais c'est pas un film, mais on a parlé de rock et d'horreur, et je sais pas si vous connaissez la BD The Zombies, qui est une BD c'est un truc qui était publié dans Flux Glacial au départ. Alors malheureusement il s'est arrêté après 2 tomes, alors que l'histoire n'était pas vraiment finie, mais c'est une BD qui raconte l'histoire d'un groupe de yéyés qui, après avoir été traités avec des produits dopants par un manager véreux venu du cyclisme, meurt et ressuscite sous forme de zombie après l'apocalypse climatique en France, et donc se retrouve à jouer au Sacré-Cœur transformé en squat par des punks, etc., et à manger des membres de leur public. Enfin voilà, c'est une BD assez rigolote. Très bien ça. Et en plus il y a plein de références à la scène punk française, voilà, enfin un monde où tout le monde distille son propre whisky et joue sur des amplis à lampe, ça j'aime beaucoup le concept. Et il y a notamment Carlos Pavicic, qui est un fabricant de cordes de guitare français, qui apparaît comme espèce de luthier bizarre dans voilà, enfin il y a des personnages réels qui apparaissent. C'est très super BD rock et horreur pour le coup. Mais voilà. c'est pas un peu contre-productif de manger son public quand même? Parce que le public ressuscite aussi après ou pas? Parce que c'est pas grave, parce que quand t'es mort, t'es au-delà du succès en fait. C'est vrai. Ça va super loin. C'est vachement déconstruit. Hein. Faites gaffe quand même, les fans de Godfather, à ce qui peut vous arriver à la fin des concerts. Hein. On va pas les manger, ils sont déjà pas beaucoup. Mylène, as-tu encore des conseils? Oui, moi je voulais vous parler d'un film que j'avais hésité à traiter parce que je l'aime beaucoup, c'est Suck, qui est un film qui a été réalisé par Rob Stefaniuk et qui met en scène Iggy Pop, Alice Cooper et Malcolm McDowell, rien que ça. Et donc là, on va suivre un groupe de rock, The Winners, qui en fait n'est pas du tout un groupe de gagnants, qui rêve d'accéder à la célébrité. En fait, un soir, leur bassiste va disparaître. Et quand elle va revenir, ça va être une vampire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que du coup, il est à la fois méta, mais pas too much. Et il y a plein de petits clins d'œil, de reprises, de films qui ont accédé au rang d'exemples, voilà, de classiques dans la pop culture. Et il y a une scène où notamment la vampire veut prendre un granité. Il y a la musique de Twilight qui se déclenche avec le granité qui tourne au ralenti, qui bien sûr est rouge. Et elle choisit de prendre sa paille et de boire le sang du mec qui tient la caisse. Et du coup, je le trouve très très chouette. Les musiques sont assez cool. Je vous laisse découvrir qui joue Alice Cooper. Spoiler alerte. Et voilà, c'est un film qui est pas très connu. Il est sorti en Blu-ray en France quand même, donc on peut quand même le voir. Je propose pas que des films qui sont introuvables. et vraiment, si vous pouvez le trouver, foncez parce qu'il est très très cool. Excellent, ça donne très très envie. Cool, merci. Et Robin, toi tu veux ajouter des choses? J'en remets une couche, j'en ai parlé tout à l'heure du coup de manière imprévue, mais sur Green Room de Jérémy Saulnier 2013
2015. Ouais, j'aurais eu envie de vous conseiller, je suis peut-être un peu hors sujet, tant pis, on s'en fout. La série Scream Queens, Ah oui, c'est créée vrai. par Ryan Murphy. On a déjà cité souvent, lui, créateur de Glee, de American Horror Story, de Pose, etc. C'est une série d'horreur parodique des slashers 90s notamment, avec Jamie Lee Curtis. Et j'ai vérifié, il y a des caméos de Ariana Grande et de Nick Jonas, des Jonas Brothers. Donc ça suffit pour faire entrer dans le thème d'aujourd'hui, ça vous va ? Ouais, c'est vrai. Il y a du gros caméo là dans ce Ouais, que ouais. cité, Ah c'est oui, bien. même il joue dedans dans toute une saison. Il y en a pour Ouais, tout ouais. le monde en plus. Oui, Voilà. Ariana Grande, elle a un vrai rôle dedans, non? Oui, c'est des Ouais, rôles ouais. secondaires, mais c'est des... Ouais, ouais. Donc, Elle joue une des Chanel. c'est ça. Et puis, je voulais aussi citer notre commanditaire du jour. J'en ai parlé au tout début de l'émission. Celui qui a choisi le thème d'aujourd'hui, Arthur Segar, créateur du podcast qui s'appelle Intertexte. Là, c'est hors sujet complètement, mais shout out à lui. Un chouette podcast. C'est plutôt des conversations de type littéraire. Mais si vous êtes fan de chansons comme moi, il y a un très chouette épisode aussi avec le parolier Boris Bergman qui parle aussi beaucoup de traduction. Bref, j'ai appris plein de trucs, donc ça, c'est cool. Et puis, très très vite, mais puisqu'on a parlé avec Léo de Wendy Carlos, moi, j'avais découvert Wendy Carlos avec une émission de France Culture qui s'appelle Jukebox, un épisode qui s'appelle Aux sources de l'électro, et ça donne des bonnes bases, ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin. Donc oui. J'y ai pensé en pleine émission. Wendy Carlos dans cette émission de France Culture, Jukebox. Raph ? Bon non, on a déjà cité beaucoup de choses, beaucoup de films surtout, donc je vais pas en ajouter encore, mais ouais, écouter des musiques extrêmes, c'est cool. Et en plus, il y a plein de groupes dans le metal, dans le black metal, dans le doom metal, dans tout ce que vous voulez, qui parlent de choses horrifiques ou même qui essayent de faire peur directement. Donc voilà, allez fouiller ça. Moi, des fois, j'ai vraiment peur en concert ou en festival. Genre, vraiment, la saturation, l'intensité du son et tout, ça provoque des émotions qu'on n'a pas habituellement dans les musiques radiophoniques. Et je trouve que c'est dommage de pas expérimenter ce type de sensation. Donc voilà, plongez-vous dans ce genre de choses. Osez. Écoutez du métal à capuche. Voilà. Secouez vos cheveux. Bon, en terminant, je vais vous autoriser à faire votre autopromo, mais j'ai envie de commencer en merci. fait parce que tu parles de autorisez-vous à écouter des musiques extrêmes, puis moi je vais vous conseiller mon émission de radio chansons francophones. Je suis très très loin de ça, mais c'est pas grave. On est dans une émission d'extrême dans les deux sens. Ouais, si vous voulez écouter du Vincent Delerme, du Mathieu Bogart, et puis ce genre de Et chansons-là. c'est sans doute extrêmement bien. C'est extrêmement bien, et c'est à l'autre extrême du spectre musical. Ça s'appelle C'est un tube. Vous pouvez écouter ça sur le site de la radio où j'officie à Montréal, CISM 893.ca, où ça se trouve aussi sur toutes vos applis de balado habituels. Fait que voilà, c'est un tube chanson francophone. Au-delà de cette blague, Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, t'entendre, te lire ? Alors moi pour le moment j'officie surtout sur les réseaux sociaux. Donc j'essaye de faire des critiques de films qui sortent sur donc TikTok et Instagram, mais à côté de ça j'écris de temps en temps sur Fucking Cinéphile. Et j'aimerais surtout faire une petite annonce au nom de la sororité. On a pris le statut associatif il y a pas très longtemps et on commence un petit peu à faire des demandes de dons. Donc si vous voulez nous aider à créer des projets, créer des événements, n'hésitez pas. Voilà. C'est bon, on va vous suivre à la sororité. On va mettre un lien, évidemment, dans nos réseaux sociaux à nous. Mylène, justement, veux-tu enchaîner ? Et ben du coup, moi, vous pourrez me retrouver sur ma chaîne Welcome to Primetime Beach, où je tente de finir entre quelques siestes réparatrices d'après calendrier de l'Avent un dossier sur les Slumber Party Massacre, donc sur les 3 premiers films et le remake. Et je fais aussi partie de la sororité. Et comme l'a si bien dit Éléonore, voilà, vous pouvez nous soutenir si vous voulez qu'on continue d'organiser des événements, des ciné-clubs, des formats, tout plein de choses qu'on est prête à faire. On est très motivés. Yann, où est-ce qu'on te retrouve ? On t'écoute, on te lit ? Alors moi, si vous vous intéressez uniquement au cinéma, vous ne me retrouvez pas. Si vous vous intéressez à la musique, vous pouvez me retrouver sur les pages de mes groupes, Goatfather, le même que Raph, G-O-A-T-F-A-T-H-E-R, ou Witch Grove, voilà, de doom metal. Et puis si vous aimez l'histoire, j'ai un carnet de recherche en histoire que j'alimente de manière assez irrégulière, mais bon, il y a des choses dessus, qui s'appelle Histoire
politique au pluriel les deux, et que dont l'URL est hypo.hypothèse.org. Voilà. Et vous pouvez me retrouver là. Excellent. Parler de choses plus sérieuses. Je sais pas. Non, c'est sérieux le cinéma. Je sais pas comment dire. C'est beaucoup plus sérieux que l'histoire de la 4ème République. Si tu veux mon avis. Exactement. Et encore plus que l'histoire de la 3e, si tu savais pas. N'entrons pas dans ce débat. Mais il y a des articles sur l'histoire de la bière pour les gens qui... Voilà ce qu'il fallait dire. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire en premier, même. Ouais. Raph, enfin. Sur Twitter, toujours Raphaël Jodon. Et n'hésitez pas aussi à suivre le podcast. On a un compte Twitter, Sans Avenir Pod, et un compte Instagram, et depuis très peu, un compte Mastodon, au cas où jamais il faille migrer par là-bas. Donc, une invention sans avenir sur Mastodon. Venez nous parler. Il paraît que c'est plus de gauche, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Voilà. Pour éviter l'atmosphère de fin du monde et de décadence qu'il y a en ce moment sur Twitter. Pourquoi pas? Merci à tous et à toutes d'avoir été au micro pour parler d'horreur et de cinéma. Merci de nous avoir écoutés, bien sûr. On se retrouve dans quelques semaines. Il va y avoir les fêtes. Je peux pas vous dire avant les fêtes, après les fêtes, avant les vacances, après les vacances. On va pas faire de promesses. C'est ça. On verra bien. On a la régularité de gens occupés, mais on est fidèles. On vous revient bientôt avec un nouvel épisode du podcast. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ça faisait bien plaisir d'avoir des nouvelles voix. C'est ça. Allez. Et puis à bientôt, alors. À la prochaine. Ciao. Bye. Salut. De nombreux groupes religieux sont partis en croisade contre le heavy metal parce qu'ils craignaient que la nouvelle musique répande des idées diaboliques chez les adolescents. Le satanisme qu'on voit sur scène n'est pas réellement du satanisme. C'est plutôt une caricature du satanisme. Si vous cherchez du vrai satanisme, ce n'est pas dans la musique rock que vous allez en trouver. Lorsque vous voyez un groupe de jeunes qui courent dans tous les sens en jouant de la guitare, c'est plutôt comme l'Halloween. J'ai beaucoup changé depuis quelques années. Les gens me demandent ce qui m'est arrivé. Ils croient que Satan s'est emparé de moi. Veux-tu nous livrer un message? Oui, et mon message est simple. Allez tous vous faire foutre.